En fait, ça commence un peu à me fatiguer de dire que tous les films français se ressemblent. On a un système de financement français qui fait que les réalisateurs conçoivent leurs films beaucoup plus pour essayer d'avoir des financements que vraiment pour me raconter une histoire. Et moi, je le sens. Après, je vais dire un truc que vous m'entendrez jamais dire. Il faut séparer l'homme de l'artiste dans ce genre de cas. Franchement, c'est ma meilleure surprise de l'année. Je trouve qu'il y a des vraies solides qualités de comédie. C'est un film qui va dans le bon sens. Si seulement tous les blockbusters pouvaient être comme ça, le cinéma, ce serait incroyable. Mais on peut pas dire que Sinner soit un film de genre. Ça reste un film de vampire. c'est un film de vampire. En fait, si je me mets dedans pointu et que je me filme, je peux pas dire que c'est un film de vampire. Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. L'épisode d'aujourd'hui sera celui des dernières fois. Ryan Gosling embarque dans l'espace avec le projet Dernière Chance, le seul capable de sauver l'humanité devant la caméra du duo de Phil Lord et Chris Miller. Samuel Kircher incarne un espoir de la boxe qui, à la suite d'un grave accident, se pose la question de raccrocher les gants. C'est le pitch de La Danse des Renards, premier long métrage du réalisateur belge Valérie Carnoy. Et la saison 1 de Love Story, nouvelle série d'anthologie signée Ryan Murphy, s'intéresse à la dernière histoire d'amour, puisque tragique, du couple formé par John Fitzgerald Jr. et Caroline Bessette. Enfin, en focus du jour, on reviendra sur le palmarès de la dernière cérémonie des Oscars. Et en fin d'émission, carte blanche à Félix, le dernier des perchés, qui lèvera le voile sur ce qu'il appelle les pirates de l'industrie du blockbuster. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à l'équipe, je suis avec Laurent qui remplace Yuri aux manettes de l'émission. Bonjour. Ça va ? T'es pas trop stressé ? Non, ça va, je commence Pas à avoir trop l'habitude. Ce sera moins bien, mais ce sera moins bien que d'habitude, mais Écoute, on en laissera Yuri juge à distance. Je suis avec Rita, avec Valentin, avec Félix et avec Alban. Et on commence tout de suite avec le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et Félix, quels sont les perchés qui nous ont écrit cette semaine ? On a deux retours principaux. Un premier qui est bon, en fait les deux sont très gentils, mais un premier qui parle de la technique et je pense que ça a soulagé notamment Laurent qui s'est beaucoup investi là-dedans. Coucou les perchés, déjà je veux vous dire bravo pour avoir amélioré le son du podcast. Les bruits de micro et de leurs pieds sont inaudibles désormais et c'est hyper pro, bravo. Et c'est un journaliste radio qui vous le dit. donc effectivement on a essayé vous avez écouté, donc ravi que ça vous plaise. Sinon je voulais rebondir sur l'apparition d'Hitchcock en IA dans Le Crime du troisième étage. J'ai pas de source, mais pour l'avoir regardé attentivement, je pense qu'on est plus sur un mix deepfake en VFX comme Sylvie Vartan l'an dernier, appuyé par de la prosthétique. Il y a quand même des interactions entre le triple menton et la chemise, mais avec le filtre noir et blanc plus vieux film plus filmé, ça rend mal voir Uncanny Valley, donc du coup ça peut être troublant justement pour certains spectateurs. Et si vous avez vu Yoroi, donc le film d'Orelsan, vous savez que l'IA au ciné ça rend bien pire. Voilà, continue ainsi et merci les perchés. Je crois que Laurent t'étais pas d'accord. Alors moi j'ai trouvé Yoroi beaucoup moins moche et beaucoup moins dégueulasse que cette histoire de que Hitchcock. Oui, les films d'Hitchcock. Enfin non, mais en tout cas que son espèce d'apparition. Non, mais on a compris, tu préfères Orelsan à Hitchcock. De toute façon. Oh mon Dieu, t'imagines ? Je pense qu'il faut pas faire revenir les morts. C'est comme pareil dans Romulus, il y a un comment il s'appelle, le l'androïde du premier qui revient et c'est horrible. Arrêtez de faire ça. Bref, le deuxième retour d'un certain Brieux qui est très assidu, qui nous fait beaucoup de commentaires à chaque fois. J'ai pour ma part bien aimé Jumper. Il fait lui aussi un clin d'œil à Hitchcock. J'ai ressenti qu'une partie des enfants ont trouvé l'environnement cruel, notamment avant le dénouement, et que leurs parents ont dû les rassurer. Le film propose selon moi un militantisme écologique ouvert au dialogue pour convaincre, et qu'une décision nécessite un compromis de part et d'autre. La carrière est sauvée et la rocade fait son tour. J'avais 20 ans quand Pixar a débuté et j'ai toujours carburé sur les innovations d'histoire, d'univers et de technologie. Et au fil du temps, les ressentis des moments difficiles ont évolué. Quand j'entendais les réactions des plus jeunes dans la salle, mon personnage préféré est Joad, vice versa. Et ensuite, il enchaîne du coup sur Le Crime du troisième étage, parce que Brieux voit tout. J'ai également vite senti la surexplication et me suis reporté sur les affaires de couple, celui qui veut rester ensemble et l'autre qui veut changer de voix en éliminant la femme sans voix. Clin d'œil. Hamlet est également mis à contribution. Bambi est un film court et effectivement la mort atroce de la maman vient vers la fin, puis celle au grand feu. Comme Yuri nous le disait sur notre dernière émission, mais merci de réagir. Moi j'ai un courrier des perchés de moi-même parce que j'ai écouté l'émission de la semaine dernière, je n'étais pas là, et par rapport à Hoppers, parce qu'Elisabeth avait dit Jumper, à l'antenne en français. Comment Jumpers, pardon. Elisabeth, tu as dit à l'antenne que j'avais adoré. Je voulais juste préciser parce que je trouve que cette option-là n'a pas été giga abordée dans vos opinions. C'est que moi j'ai adoré, pas en mode émotion forcément. J'ai trouvé juste que c'était une stoner comédie, une comédie de défoncé. Je sais pas comment le lire autrement. Oui. Dans la veine de vraiment comédie comme ça,
de Judd Apatow ou de ce genre de bêtises des années 2000 où c'est vraiment débile et très drôle et effectivement le plot et l'intrigue est très compliquée et très alambiquée et c'est pour ça je pense que ça peut faire lâcher les enfants parce qu'on comprend pas vraiment tout ce qui s'y passe et c'est je trouve à mourir de rire plus qu'autre chose et en ce sens je trouve que c'est hyper original par rapport au Pixar de ces dernières années. Ok. Ouais, voilà. Et merci pour ce retour. On va enchaîner avec le box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre là ? Et Laurent, j'imagine qu'il y a une transition toute trouvée puisque c'est Jumpers qui est au sommet. C'est tout à fait Jumpers qui est au premier rang pour sa deuxième semaine, qui fait quand même 310 000 entrées pour un cumul à plus de 700 000, ce qui est un démarrage quand même assez honnête pour un Pixar. Après, on va voir combien de temps ça va durer et s'il va pouvoir monter aussi haut que ce que n'a pu faire le dernier Zootopie. Donc on va voir qu'il y avait vraiment en vacances scolaires là quand même. Oui, non mais écoute, on verra bien. Après, je sais pas s'ils nous ont autant misé dessus, mais bon. Celui sur lequel on n'avait vraiment pas misé, mais bon, qui continue à truster les charts, c'est le qui arrive en deuxième, c'est Marsupilami qui fait 205 000 entrées quand même pour sa 6e semaine d'exploitation avec un cumul à plus de 5,4 millions, ce qui est quand même un énorme carton avec toujours beaucoup de copies. Les gens veulent voir le Marsupilami. Écoutez, toujours pas ici, mais bon, voilà. Tant mieux, je ne sais pas. En 3e position, un film dont on vous a parlé la semaine dernière et qui, j'avoue, est un peu une surprise, c'est quand même Le Crime du 3e étage qui avait 190 000 entrées. Pourquoi Manon n'est pas la seule curieuse de Rémi Besançon. Voilà, pourquoi personne ne le sait. Mais en tout cas, 190 000 entrées en première semaine, c'est probablement un des plus gros scores de Rémi Besançon, en tout cas de ces dernières années. Ça, c'est quand même assez balèze. Je ne sais pas si ça va durer comme ça, on verra bien. Et enfin, en 4e position, grosse déception pour les Cadors qui fait que 150 000, alors que c'était probablement prévu de faire nettement plus et qu'il est beaucoup plus en fait distribué que Le Crime du 3e étage. Donc ouais, ça a dû leur mettre un petit coup au moral quand même, et en même temps, est-ce qu'on a envie d'aller voir ce film? Et pourtant, Jérémy Ferrari est à peu près sur tous les plateaux non, bien sûr, possibles et imaginables. Il est à fond, il y a quand même un cast assez solide. Je me pose la question parce que j'ai l'impression que le film, pour avoir un peu suivi, enfin bref, par des proches, j'ai l'impression qu'il y a un truc de market aussi qui est très bizarre. Visiblement, c'est quand même une comédie assez noire. Et je trouve que l'affiche en tout cas va pas du tout. Et j'imagine dans du coup le registre de comédie de Jérémy Ferrari, et j'ai l'impression qu'il y a de l'absurde avec Eric, etc. Et que l'affiche et la bande-annonce vendent pas du tout ça. Donc je me demande s'il y a pas un truc de positionnement qui est pas très clair. Je pense qu'en effet c'est bizarre. C'est un classique cas de Ferrari sur tous les plateaux, mais on n'a pas bien compris pourquoi en particulier. Donc les gens sont contents de le voir, mais savent pas qu'est-ce qu'ils sont censés acheter ensuite. Et donc il n'y a pas de transaction qui suit une transaction financière d'acheter. Oui, non, mais vraiment, il n'y a pas de transformation du visionnage en transaction financière après. Et en plus, le pitch du film qu'ils omettent de partager, parce que c'est quand même le fils caché de Kadhafi doit chercher un pactole. Doit chercher le trésor caché de son père. Voilà, c'est ça le pitch. Oui. Donc voilà, et c'est pour ça qu'une fois que tu sais ça, c'est très difficile avec de genre il s'allie avec une fichée S pour aller dans des camps, enfin c'est de djihadistes, enfin et dans la bande annonce en fait dit comme ça, j'ai un peu envie d'aller le voir mais bon. Non mais moi la bande annonce m'a fait perdre 3 ans de vie donc c'est la bande annonce elle est un peu rudos. C'est hardcore. Laura Felpin elle fait un accent rebeu dedans. Ouais. Donc il y a vraiment rien qui va. Et il y a Eric qui joue un aveugle. Eric que tu es en first name basis 2 pour 2 fois là. Eric Judor. Oui, j'avoue, c'est pas tu. Bah je sais pas, Eric et Ramsey. Oui, non, mais d'accord, mais. Oui, mais sans le et Ramsey, ça fait vraiment genre la dernière fois Eric qui m'a dit. La dernière fois quand je ne connais pas cette personne. On aimerait bien. Eric Judor, si vous voulez venir au podcast, on serait ravis de vous recevoir. Ah bah bien sûr, on vous tend la perche quand vous voulez. Tous vos projets, même Cador. Même Cador. Qu'on sera obligé de voir du coup. Oui, et on enchaîne un peu étrangement avec un hommage ce soir, Alban. Un hommage, pas vraiment un hommage, mais non, je voulais juste signaler le fait que Bruno Salomon nous a quittés cette semaine, acteur français que le grand public, dont je fais entièrement partie, connaît beaucoup pour son rôle dans Fais pas ci, fais pas ça. Qui a un peu Monsieur Boulet, voilà, Denis Boulet exactement, et c'était vraiment un comédien et un humoriste aussi attachant, et moi c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, en tout cas en tant que dans les films que j'ai vus. Igor Dosgor aussi dans Brise de Nice, bien sûr, Caius dans Kaamelott, la voix du Burger Quiz, donc énormément de choses. Ce Bruno Salomon, il avait commencé avec Jean Dujardin dans Les Nous c'est nous, qui était une bande d'humoristes, même dans la bande du Carré Blanc en fait, qui était un peu des
mecs qui étaient dans un café théâtre où ils faisaient du stand-up en fait, même avant. Mais oui, c'est à l'ancienne. Voilà. Oui, voilà. Et du coup, il nous a quittés. Et j'espère ça nous permettra aussi de se replonger dans ce qu'il a pu faire, dans ce qu'il a pu proposer. Et moi, à titre personnel, j'avais beaucoup aimé dans un de mes films d'adolescence qui s'appelait Le Carton de Charles Nemes, où j'avais beaucoup aimé son personnage. Voilà. Donc, petit shout-out à Bruno Salomon. Bah oui, quand même. Le premier film dont on parle ce soir, c'est Projet Dernière Chance du duo composé de Phil Lord et de Chris Miller. Please state your name. Ryland Grace. I spoke up from a coma. I'm several light years from my apartment. And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. Donc Projet Dernière Chance nous raconte l'histoire de Ryland Grace, interprété par Ryan Gosling, professeur de sciences qui se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient et il comprend l'enjeu de sa mission, résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil. C'est donc le pitch donc de ce nouveau film de Phil Lord et Chris Miller. Valentin, on était tous très enthousiastes sur le pitch en tout cas. Bah alors moi j'étais enthousiaste sur le pitch sur le principe. Maintenant j'ai quand même été saisi par les premières minutes du film qui de fait pose un truc qui n'existe pas dans le pitch. C'est-à-dire que moi j'ai pas regardé la bande-annonce, je crois. Peut-être que la bande-annonce. Je pense que c'est mieux d'ailleurs de pas la regarder honnêtement. Ouais, bah moi je conseille de pas le faire parce que de fait moi j'ai quand même été saisi par le rythme du film, par le ton où très rapidement c'est pas du tout le film de hard SF un peu tragique et dépressif comme moi je pense aller voir. Ah non. Mais c'est un truc. C'est une comédie. Mais en même temps c'est les réalisateurs de 21 et 22 Jump Street. Alors ça moi je sais pas parce que j'ai pas vu. Encore une fois, j'y suis allé vraiment comme le spectateur vraiment. Mais t'as raison, dans la bande-annonce le ton et le genre étaient pas clairs, mais disons l'historique des réals fait que j'ai vu des marqueurs de OK, c'est de la SF mais c'est de la hard SF, c'est-à-dire qu'on va parler un peu de trucs techniques, de scientifiques machin. J'ai vu Ryan Gosling qui généralement je trouve très bon et j'ai vu Sandra Hüller après en second rôle. Puis bon bah de fait ça va être un truc un peu sérieux quoi. Que nenni, c'est-à-dire que les 20 premières minutes il se casse la gueule, il arrive pas à articuler, enfin c'est vraiment du. C'est vrai que ça a dû être difficile, ça a dû être bizarre. On est vraiment sur du slapstick pendant 20 minutes au début, et puis petit à petit effectivement tu as quand même un humour vraiment balourd, parfois border scato, enfin il se passe des trucs que moi j'avais pas anticipé, et donc du coup le film est une sorte de comédie vraiment très rythmé, vraiment très réussi de ce point de vue-là. Je trouve que le film arrive à vraiment tenir son rythme pendant les 2h30, plus de 2h30. Il arrive quand même à tenir ce truc de catastrophe écologique qui s'annonce, cette espèce de double ligne, voilà. Et en même temps, il t'introduit un personnage qui est extraordinaire, qui est le personnage de l'alien, parce que voilà, encore une fois, c'est pas dans le pitch exactement, mais de toute façon. En fait, c'est sous-entendu dans la suite du pitch. On dit, il n'est pas vraiment tout seul, voilà, mais je savais pas jusqu'à où on allait. Là encore, l'alien, il est pas ce que vous attendez d'un alien. C'est-à-dire que c'est une espèce d'araignée en pierre qui gesticule et qui gazouille. Et du coup, en fait, c'est un peu marrant et un peu mimi. Et donc ça, je trouve que le film globalement, moi, c'est ma meilleure, je pense pour l'instant, c'est ma meilleure surprise de l'année. Je sais pas si je suis pas encore certain d'avoir vu un bon film ou un très bon film, mais je trouve qu'il y a des vraies solides qualités de comédie, des vraies solides qualités de narration, des vraies solides qualités aussi de propos. Encore une fois, d'un point de vue écologique. Et moi, je pense que c'est un truc qui me travaille beaucoup en ce moment sur les imaginaires qu'on propose politiquement, et en fait c'est un film qui pour moi va dans le bon sens. On parlait de Jumpers par rapport à ça et je trouvais que c'était un peu balourd. Ça typiquement c'est le genre de film que je veux voir plus parce que c'est rigoureux, c'est pas tragique, et d'ailleurs Gosling qui a été producteur en parle dans une interview à France Inter où il explique que justement il voulait faire ce film là pour ses gamines parce qu'il en avait marre des discours pessimistes et discours dépressifs par rapport à ça, et qu'il voulait leur donner la possibilité d'agir en fait. Donc, si on fait des choses on peut y arriver. Je trouve que ça va dans le bon sens, donc même par rapport à ça je suis assez à l'aise. Bref, j'ai passé une séance mais de dimanche après-midi mais de régal quoi. Félix, est-ce que toi aussi tu as passé une séance de régal devant ce projet Dernière Chance? Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. Complètement d'accord avec toi. J'ai eu du mal à vraiment poser des mots et sur mon ressenti et sur le rapport que j'avais, parce que je trouve que c'est un objet qui est super étrange. C'est un film qui n'a pas d'antagoniste. Et ça c'est hyper étonnant, et c'est même presque un film qui a pas vraiment de conflit en fait. Enfin, je veux dire la manière qu'on a d'habitude mais il y a des enjeux, mais je veux dire il y a pas de conflit entre les personnages. D'habitude en dramaturgie on a très souvent tendance à opposer des personnages, opposer des points de vue, avoir justement quelqu'un qui va évidemment dans le film représenter un peu le mal, et notamment pour les films pour enfants en fait il y a beaucoup ça. Et là je trouve l'alien en général c'est l'autre, c'est l'ennemi. Ouais, bien sûr. Et là en fait je trouve que pas du tout, le film désamorce complètement ça, et du coup tu te retrouves dans un espèce
espèce de film qui est extrêmement rythmé parce qu'il y a un vrai travail de montage assez étrange d'ailleurs, parce que je trouve que généralement les films dans l'espace il y a quelque chose d'assez poseur, et là pas du tout atmosphérique là au contraire il y a une espèce de frénésie presque jazzy par moment, avec un montage qui me fait d'ailleurs penser un peu à ce qu'a fait Claire Denis dans High Life, où ramener de la quelque chose d'assez rugueux en fait, je trouve, enfin bref, de la texture, et c'est hyper intéressant, et du coup je trouve que c'est un film à destination pour les enfants, et en même temps effectivement comme tu dis on propose des récits qui sont des récits, je trouve, assez originaux, parce que justement absence de conflit, parce que absence, et où l'idée ça va être juste d'essayer de découvrir et de décoder évidemment l'environnement et décoder l'autre, et je trouve que pareil on peut se dire discours un peu lambda sur en fait l'alien, enfin il y a un côté un peu Spielberg là-dedans où il faut comprendre l'alien machin, et en même temps je trouve que d'avoir ce genre d'imaginaire qui revient au cinéma sur un blockbuster à 250 millions d'euros produit par Hollywood, c'est hyper enthousiasmant, parce qu'on a complètement perdu ça, parce que noyé dans le cynisme des Marvel, et je trouve que moi j'adore Chris Miller et Phil Lord, je trouve que c'est des réalisateurs qui sont super intéressants déjà visuellement, et tous leurs films sont hyper cool. Mention spéciale au 2142 Jump Street, mais même à Grande Aventure Lego, tout ce qu'ils ont fait en tant que producteurs sur Spider-Verse. Je disais les noms. Ils ont pas réalisé les Spider-Verse? Non, ils les ont produits, et je crois qu'ils ont aidé un peu à l'écriture. C'est des gens que j'aime beaucoup, parce que ils ont un côté un peu petit merdeux, qui font des blagues, et je sais que c'est pour ça qu'Yuri les aime pas beaucoup, mais à côté de ça je trouve ils mettent toujours du cœur dans leurs blagues, toujours du cœur dans leurs personnages. Il y a vraiment quelque chose de c'est toujours porté sur les émotions, et du coup je trouve que le film est hyper émotionnel, il y a des séquences qui sont hyper fortes, et justement hyper stressantes, alors même que on n'a pas forcément des all is lost comme Interstellar, où t'as l'impression qu'en fait c'est la fin pour les héros. Enfin bref, je trouve que vraiment il y a des trucs qui sont hyper chouettes là-dedans. À la limite, peut-être le petit point négatif, c'est que j'aurais aimé justement peut-être un petit peu plus de radicalité à la fin du film, où je comprends le côté on va être que sur du positif, mais moi je pense qu'il y aurait peut-être eu un petit choix radical à faire qui m'aurait encore plus emporté en termes d'émotion, sans forcément perdre la positivité du message. Mais bref, mais en tout cas indépendamment de ça, vraiment courez voir ce truc là, parce que je trouve que c'est hyper original. Non mais c'est hyper original, et dans son scénario et dans son écriture, enfin dans sa structure même, parce qu'en fait il y a deux temporalités qui s'enchevêtrent, et les acteurs sont géniaux, la réelle est top, enfin, vraiment je trouve que c'est vraiment une super surprise. Laurent, est-ce que tu vas être la voix dissidente, ou tu as toi aussi été séduit? Ça c'est dans ton... Non, c'est dans ta... Ça c'est 100% ma DA. Non mais en vrai, quel plaisir de voir un vrai bon blockbuster qui soit entre guillemets pas une IP, alors c'est tiré d'un bouquin, mais je veux dire c'est pas un Marvel, c'est pas un truc où on va... C'est pas un livre qu'on connaît tous. C'est pas un Harry Potter, on va pas essayer de chercher un truc, tu vois, il y a des gens qui se sont dit tiens, on va essayer de mettre en scène un truc et d'en faire un beau blockbuster, et je suis pas complètement d'accord avec toi Félix quand tu dis que ça aurait été mieux si ça avait été plus radical. Je crois que il y a un côté de blockbuster un peu à l'ancienne sur cette volonté de faire un truc familial et feel good et sympa, et que je trouve que c'est un projet qui est complètement, enfin, que je valide complètement en tout cas dans sa démarche. C'est en effet très, je trouve que c'est très intéressant dans les personnages qui mettent en scène ce côté un peu genre les personnages principaux du film sont goofy, et j'arrive pas à trouver de terme vraiment français pour ça. Ils sont maladroits, un peu ridicules, ils sont marrants, gaffeurs, parce qu'ils sont maladroits et gaffeurs, et un peu à l'arrache, et honnêtement c'est super cool de voir ça dans des bons vieux blockbusters où franchement ça se prend toujours beaucoup trop au sérieux, ou dans une posture un peu Marvel où on essaye de ricaner, etc. Là c'est pas méta, on est vraiment avec eux. On est vraiment dans un truc où c'est des vrais personnages, et des vraies personnes, elles sont un peu à l'arrache, et elles font parfois des trucs un peu comme ils peuvent, et c'est compliqué, et ils ont pas envie, et c'est voilà, ils sont dans des situations difficiles, et ils y arrivent pas forcément, et je trouve que c'est toujours très agréable de mettre ça en scène, et même relativement important, comme tu l'as dit, parce que même, tu vois, je suis d'accord que le discours autour du message est plutôt relativement fin, en tout cas, et plutôt intelligent. Et voilà, donc non, vraiment, moi je suis assez agréablement surpris par ce truc, parce que j'en entendais pas forcément grand chose. Je trouve que c'est à la fois drôle et mignon, et joli et bien fait. Petit défaut quand même, je trouve, le film dure 2h15, alors je dirais pas qu'on s'ennuie, parce que ce serait pas vrai, mais... Dure plus... Ah oui, non, si t'as raison. Dure 2h15, 2h20. Non, 2h... Bah non, et c'est... 2h37. Ah, 2h37, ouais, tu vois, plus que ça. Et il y a des petits moments un tout petit peu de ventre mou, on va dire, un peu vers le milieu, notamment quand on commence à découvrir, etc. C'est-à-dire que c'est beaucoup de micro en jeu, en fait, en vrai. Et il faut pas s'attendre à, je pense, voilà, un grand truc d'exploration spatiale. C'est surtout qu'il y a des moments où, en fait, bon, ok, là, ça commence à prendre un peu de temps, et qu'on aimerait, tu vois, que ça développe, mais c'est voilà, quelques petits moments comme ça, mais en réalité je dirais pas que le film est chiant, qu'il y a des vrais problèmes de rythme, c'est pas vrai, tu vois.
Donc non, pour moi c'est vraiment une grosse réussite. Si seulement tous les blockbusters pouvaient être comme ça, le cinéma ce serait incroyable. Et ben, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, non, je vais juste remettre une couche juste sur Ryan Gosling que je trouve extraordinaire. Je sais pas comment ils ont fait pour qu'il soit moins plastique que ce qu'il n'est quand on le voit en interview. Il m'a touché, je l'ai trouvé vraiment. Mais c'est un super acteur. Hein. Non, mais voilà, il a une profondeur de jeu, ce mec-là, qui est quand même rare, quoi, et qui pas forcément quelque chose qu'on a toujours en tête. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vachement revalorisé, en fait, parce que même dans ses interactions avec Sandra Hüller, qui a vraiment cette trempe d'actrice de théâtre, très tragique, machin, je trouve que il y a beaucoup de belles séquences entre les deux personnages. Ouais. Et quand il est tout seul, juste, tu le laisses faire des trucs dans un coin. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les acteurs qui, juste, tu les mets dans un coin, tu leur demandes de tomber, de faire un truc, ils vont y arriver, ça va être marrant. Il y a typiquement une scène au début où il se plante, en fait, c'est juste, il trébuche. Et je me suis dit, en fait, je me suis fait la réaction de me dire, ah putain, il a très bien trébuché. Voilà. Et juste ça, en fait, c'est bien. Ouais. Voilà. Et tu disais qu'il n'y avait pas souvent des conflits entre les personnages et que c'est pas faux, mais quand il y en a, ils sont super smart, oui, bien super sûr. bien pensés, qu'il y a vraiment un vrai travail d'écriture justement sur ces conflits-là et sur ces personnages. Mais c'est un peu des twists, donc faut on dira pas plus, mais honnêtement, c'est vraiment très bien fait. Vas-y. Non, j'allais juste dire, le conflit arrive très tard en fait dans le film. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre ce qui relève vraiment du Deus Ex Machina où t'as besoin pour faire tourner ton intrigue de temps en temps, tu fais rebondir une fois, deux fois, ça n'a aucun sens scientifiquement, je pense, ce qui se passe et c'est ok. Alors j'avoue, j'en sais rien. Bah en vrai, non mais il y a tellement des trucs où tu fais des trucs absurdes, je pense que ça peut pas marcher pour plein de raisons. Je pense qu'en effet, ils ont pas fait travailler des consultants sciences dessus. En fait, ils ont gardé ce cadre de. Je pense que j'ai vu des critiques très négatives de gens qui avaient lu le roman et qui disaient c'est adapté, c'est trop bien, et qui avaient été très déçus. Donc je pense qu'ils ont gardé le cadre du roman vraiment très nerd où il se passe plein de galères scientifiques, machin, techniques. Ils ont gardé quelques grands axes de twist au niveau scénaristique et ils ont aménagé autour d'effectivement des micro-enjeux de chronique de vie, de découverte de l'autre, de l'alien, de machin. Typiquement, par exemple, ils communiquent très bien les deux personnages, alors que typiquement, il y a Premier Contact il y a quelques années. Facilement. En fait, c'est trop compliqué de communiquer avec une civilisation alien. Il y a aucune chance qu'on arrive à discuter avec eux. Il y a littéralement tout un film qui est fait là-dessus. Mais exactement. Là, en fait, au bout de 20 minutes, il a réglé une IA. Elle fait plus ou moins des trucs. Et au bout d'un moment, il y a même plus l'ordi à côté, mais il continue quand même à communiquer alors que c'était censé être l'ordi qui fait l'enregistrement. C'est ok. En fait, une comédie. Je trouve que c'est bien. Tout ça est bien dosé parce que même quand t'as envie d'avoir un œil averti sur le sujet, en fait, au bout d'un moment, tu te laisses aller au plaisir de justement ce que tu disais, ce micro-enjeu de cette chronique. Quoi. Et que c'est suffisamment crédible pour qu'à chaque fois, moi, j'achète. Oui, exactement. Parce que c'est précis au départ, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve qu'à chaque fois, il l'ancre quand même. Il pose bien le cadre. Ouais, toujours ces situations. Ouais. Donc, allez. Non, vraiment. Et donc, projet Dernière Chance, c'est un vrai bon blockbuster. Et maintenant, on va passer à un premier film. Est-ce que c'est un vrai bon premier film ? On vous dit juste après, c'est La Danse des renards. On écoute la bande-annonce. Arrête de faire le clown là, tu vas énerver les juges, putain. Dans un internat sportif, Camille, un jeune boxeur virtuose, est sauvé in extremis d'un accident mortel par son meilleur ami Matteo, alors que les médecins le pensent guéri. Une douleur inexpliquée l'envahit peu à peu, jusqu'à remettre en question ses rêves de grandeur. On l'avait découvert, d'un coup, j'ai peur de dire une bêtise, à la quinzaine du Festival de Cannes pour certains d'entre nous. C'est le premier film donc de Valérie Carmois. Premier long métrage, ouais. Premier long métrage, tout à fait, de Valérie Carmois, qui est un réalisateur belge. Alban, tu l'as découvert en salle aujourd'hui, cette Danse des renards. Est-ce que ça t'a plu ? Ouais, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, premièrement, ça m'a fait penser à des films que j'ai moyennement aimés et ça a répondu aux attentes que j'avais des précédents films. C'est-à-dire que c'est un mélange, pour moi, entre Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque et Smashing Machine de Josh Safdie. Ouais, tu vois. Donc c'est deux films sur lesquels j'étais resté sur ma faim et je trouve que celui-ci arrive à mêler brillamment ces deux ambiances-là, à savoir une ambiance d'internat quelque part en France qui n'est pas identifiée et en même temps vraiment un film de sport qui se moque pas de toi, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de séquences d'entraînement, beaucoup de séquences de combat, des compétitions qui, on va dire, jalonnent le scénario du film. On a d'abord des regroupements de collèges ou en tout cas de centres de formation, puis les championnats d'Europe. Enfin voilà, c'est un film qui m'a beaucoup plu déjà pour cette première raison. C'est aussi un film, je trouve, qui parvient à faire un film un peu ce qu'essayait de faire Guillaume Braque aussi, un film de bande, c'est-à-dire on suit une bande de jeunes très identifiés, ultra bien castés. Effectivement, on a Samuel Kircher qui est un acteur professionnel et le reste des acteurs, en tout cas des boxeurs qui jouent dans le film, de ses camarades, sont des acteurs non professionnels qui sont super bien castés parce que ils ont tous une identité, on arrive tous à les reconnaître, ils apportent tous quelque chose au scénario et je trouve que c'est assez rare avec le peu de présence qu'ils ont à l'écran pour chacun, hormis Samuel Kircher et son meilleur pote. Je trouve que c'est vraiment
un petit tour de force d'avoir réussi à faire ça. Et on retrouve Jean-Baptiste Durand, le réalisateur de Chien de la Casse. Jean-Baptiste Durand qui est le coach en fait, coach Bogdan, qui joue un coach serbe un peu méchant au grand cœur. Et je trouve que le film est vraiment intéressant pour ça. Je trouve qu'ensuite là où peut-être j'aimais des petites réserves, c'est un petit peu sur on va dire l'axe brûlant du scénario, c'est-à-dire la blessure et la manière dont ensuite il récupère de cette blessure-là. Je pense qu'on peut dire que je trouve pas le pitch extrêmement clair de ce point de vue-là, qu'en fait, effectivement, il a pas de séquelles, on lui dit qu'il a pas de séquelles, et lui est persuadé de ressentir une blessure, et on comprend petit à petit qu'en fait, il prend conscience de la fragilité de son corps avec cet accident, et cette idée de pouvoir avoir mal et de pouvoir faire mal aux autres commence à le travailler, et du coup, il galère un peu en boxe. Exactement, c'est une sorte de douleur fantôme qui est liée peut-être à la peur ou à plein d'autres choses. En fait, c'est aussi un peu l'enjeu du film. De la douleur, c'est là où c'est les deux en fait à la fois. Pardon ? C'est avoir mal, mais c'est aussi infliger de la douleur à l'autre qui commence à le faire réfléchir aussi. Oui, t'as raison, c'est vrai. Effectivement, il y a une scène dans le film, on sait pas si c'est la vue du sang. Enfin, le film n'est jamais très clair en fait sur le pourquoi du comment. Il commence à ressentir une forme de peur ou d'appréhension par rapport au combat, par rapport à la douleur, etc. Je trouve que le fait de la matérialiser par la cicatrice, je trouve pas ça forcément convaincant, parce qu'en fait, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus poussé là-dessus. En fait, si tu me proposes une cicatrice qui a du mal à se refermer, qui te propose une douleur fantôme, pourquoi pas, mais fais-en quelque chose de vraiment fantastique, parce que en fait, le fantastique dans le sens pas genre cinématique, parce que je trouve que le film flirte de temps en temps avec ça et n'en fait pas grand chose, et ce qui fait que s'il avait omis ce côté-là de la cicatrice et juste le gars a fait une chute de 10 mètres, s'en remet difficilement et a peur de combattre, pourquoi pas. Et en fait il y a énormément de choses qui se mêlent à ça, c'est la découverte de son corps, l'adolescence, plein de choses. Première histoire d'amour. Ils vivent dans des sortes de pioles d'internat. Je vois bien à quoi ça ressemble pour avoir fait du sport comme ça au niveau quand j'étais jeune, et je trouve que c'est vraiment le film est vraiment comme mon cas, et je m'attendais tellement à rien, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était, je ne sais pas qui c'est. Samuel Kircher, je l'ai jamais vu au cinéma. T'as pas eu la chance de voir l'été dernier de Catherine Breillat? Non, j'ai pas vu ce film de Breillat. Et voilà. Et donc du coup, j'ai été vraiment très agréablement surpris. Je pense que j'ai plein d'autres choses à dire, mais je vais quand même laisser la parole à Félix avant ça, parce qu'en plus j'ai une crampe là au mollet. C'est ta douleur fantôme. Ta douleur fantôme, ouais, grave. Félix, toi, t'en avais déjà parlé au moment de Cannes de La Danse des renards. C'est peut-être un peu moins frais dans ton esprit. Ouais, complètement. Je me souviens étonnamment assez bien. Je me souviens même qu'il pue des pieds et qu'il y a tout un truc autour de ça. C'est vrai. Ouais. Non, il y a plus d'une scène. Oui, c'est vrai que ça me revient maintenant. Et pendant que Valentin fait des gestes de secours Alban qui a sa crampe et qui est en train de décéder, je vais faire ma chronique. J'avoue que j'ai plus beaucoup de souvenirs du film, et ça en vrai c'est un peu mauvais signe. Effectivement, en entendant parler Alban j'ai pas mal d'images qui me reviennent, et j'ai mon ressenti en fait qui me revient, mais bon, du coup s'il faut que j'écoute des gens en parler, c'est quand même un peu voilà. Je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants, je trouve que l'atmosphère en fait générale dans cet internat est assez chouette, et je trouve que le film a l'intelligence justement d'être vraiment dans leur regard, et d'essayer de bien retranscrire en fait ce que c'est que de vivre ensemble qu'avec des ados qui font du sport à haut niveau, et où il y a un truc où t'es dans une communauté, en même temps forcément très individualiste, en plus tu vas affronter un peu tes potes, et en même temps il y a un truc de groupe, tout ça, toutes ces dynamiques là je les trouve assez chouettes et assez incarnées. Le problème, c'est à mon sens, c'est que le film est un premier film et a vraiment les stigmates des premiers films classiques, et même français, même si le réalisateur est belge, dans le sens où je trouve que va y avoir énormément de sujets qui vont être mis et traités par le film, mais en fait traités de manière assez littérale, assez symbolique, assez théorique en fait par moment. Et d'ailleurs voilà, notamment les renards. Notamment les renards qui, je trouve, servent à rien. Il y a des renards dans la forêt à côté. Il y a une espèce de traque de renards. Je suis pas certain que les renards servent jamais vraiment complètement à rien. C'est cool, les renards. Non, mais en fait, étonnamment, tu vois, c'est des séquences qui me restent un peu en tête, parce que elles sont assez étranges, ces séquences-là. Mais en même temps, je trouve qu'elles ne servent finalement qu'à métaphoriser quelque chose qu'on a déjà très bien compris sur le personnage. Je trouve que c'est pareil. En fait, le réalisateur était là du coup pour présenter le film. Il expliquait que le film a été beaucoup remonté. Ils ont vachement retrouvé l'écriture au montage. Et moi, je trouve que ça sent, en fait, malheureusement. Je trouve qu'il y a des pans de personnages, de psychologie de personnages qui disparaissent, que je ne comprends plus, et où je trouve que les personnages, du coup, interagissent de manière très bizarre entre eux, et je pense que c'est parce qu'il manque des séquences. Notamment avec son meilleur ami, effectivement, je me souviens de ça, qu'il y a des sautes. Et toute cette intrigue-là autour de son meilleur ami, et je trouve qu'en fait, malheureusement, le film, d'un coup, va vachement se resserrer vers la fin autour de ça. Bah, ça fonctionne pas très bien, parce que c'est pas très bien amené, parce que justement, il veut raconter plein d'autres trucs au début.
Donc du coup, moi j'avoue que je suis un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que je trouve la reine intéressante, je trouve qu'il y a une certaine finesse par moment dans les situations, dans les personnages, et je pense que justement ce réal est un réal à suivre. Maintenant, est-ce que c'est un grand film ? Non, aussi parce que je trouve que formellement, le film est très très sage et extrêmement classique pour un premier film, notamment dans sa manière de filmer le sport et la boxe. Ça va être grosso modo de la caméra à épaule en gros plan, et je trouve pas ça très intéressant. Il aurait pu se poser un peu plus de questions, surtout que le film de boxe est quand même un peu une institution dans le cinéma. Il y a énormément de réalisateurs qui se sont essayés, et je trouve que de céder quelque part à cette facilité là, je trouve pas ça très intéressant. Et même dans le travail du corps, du rapport justement à la fragilité du corps, en fait il passe par des séquences qui je trouve sont assez explicatives, alors qu'il aurait pu faire passer ça justement par sa mise en scène, mais il en a pas forcément la force. Bon, je déconseille pas les gens d'aller voir le film, parce que je trouve que c'est quand même un film qui est intéressant, et Samuel Kircher d'ailleurs est vraiment super intéressant dedans. Enfin, je trouve que comme son frère, il a vraiment quelque chose d'assez animal dans son jeu, et les frères Kircher décidément me séduisent plutôt au cinéma, mais je trouve pas que ça soit un très grand film ou des débuts non plus archi prometteurs, mais j'attends de voir quand même la suite. Alors, n'importe quoi. Alban, tu voulais rebondir ? Oui, enfin, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Félix, mais est-ce qu'on va redétailler point par point ? Non, on n'a pas le temps, mais. Pourquoi il a tort ? Non, mais en fait, non, mais je suis pas tendu, mais c'est juste qu'en fait, à chaque fois, de dire que c'est un premier film qui plus est français ou ça tombe dans les écueils. En fait, ça commence un peu à me fatiguer de dire que tous les films français se ressemblent, c'est-à-dire qu'on peut pas dire que ce film-là est Maigret typiquement sur les mêmes films. Mais c'est pas, mais je veux dire. Il y a probablement une différence d'âge certaine entre les réalisateurs. C'est le cliché des premiers films français, et je trouve que dans sa manière d'écrire son scénario et dans sa manière de réaliser son histoire, je vois le mec qui veut plaire au CNC, qui répond justement à des codes, je vois sa note d'intention. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on a un système de financement français qui est particulier, qui fait que les réalisateurs par moment montent des dossiers et conçoivent leurs films beaucoup plus pour essayer d'avoir des financements que vraiment pour me raconter une histoire. Et moi je le sens, c'est ça que je veux dire, c'est que je sens pas un mec qui d'un coup débarque et a une mise en scène et une réalisation qui est singulière foncièrement et qui avec une identité qui s'affirme, tu vois, et qui est différente des autres. C'est ça que je veux dire. Après évidemment ce film-là ressemble pas à tous les films français, mais il y a quand même un style, je veux dire, le cinéma français est un style en soi, et les Américains l'utilisent, tu vois, pour parler de notre cinéma. C'est bien qu'il y a quand même quelque chose esthétiquement des parallèles, non ? Tu trouves que j'exagère ? Ouais, grave, mais en fait on est pas là pour parler de ça. Après sur le film faut éclairer ça sur un ring en dehors. En fait, sur le film en lui-même, je suis d'accord qu'effectivement peut-être qu'il manque quelques scènes entre lui et son meilleur ami. Je trouve qu'en fait le film aborde plein de pistes, mais je trouve pas ça dérangeant, parce que à la limite, tu vois, notamment sur ses relations avec ses coéquipiers, effectivement ils passent leur temps à se chamailler, parfois fortement, à se battre, etc. Finalement, je trouve que la force du film, c'est de pas en faire un élément de scénario important. C'est justement là où c'est intéressant de dire, en fait, c'est juste une bande de jeunes, et parfois ils s'en mettent plein sur la gueule, et la séquence d'après, ils supportent, et je trouve ça cool parce que ça se passe comme ça, en fait, tu vois. Tu t'es pas obligé, en fait, de créer ton scénario parce que le gars a dit une connerie dans les douches après, et de faire tout ton film en rebondissant sur chacune des crasses qu'ils ont pu se faire. Et je trouve que c'est intéressant de montrer les relations humaines, adolescentes, et même si je sais pas vraiment quel âge ils ont, peut-être qu'ils sont un peu plus âgés que l'adolescent. Non, je crois que c'est un lycée, hein. C'est un lycée, ouais. Oui, ils ont 17-18, ouais, je crois. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de le montrer comme ça et de pas en faire un élément important de ton scénario. Deuxièmement, je trouve que je suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis que tout est très théorique, notamment sur le corps. Je trouve que le corps de Samuel Kircher, le corps des autres est continuellement filmé. On voit des scènes où justement il est en prise avec sa douleur un peu fantôme, qu'il essaye d'expulser ça dans la forêt, quand il tape sur des troncs, quand il tape sur des sacs, quand il tape sur ses copains. Je trouve que le corps justement est continuellement présent dans ce film-là. Quand il est sous la douche, énormément de choses sont là-dedans. Quand il fait des crises d'angoisse, il y a des scènes de nuit, des scènes de transpiration qui moi, en tout cas, m'ont saisi. Et je trouve que est plutôt, comment dire ça, a une charge de vérité quand même assez prenante dans ces moments-là. Effectivement, le film n'est pas parfait, mais je demande pas qu'il soit parfait, ce film-là. C'est juste que je trouve qu'on a une proposition de cinéma qui effectivement peut ressembler à des premiers films. Ça peut faire penser à, et d'ailleurs le clin d'œil est là, à Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Je sais plus si c'est Jean-Baptiste d'ailleurs, mais Jean-Baptiste, ouais. Et je trouve qu'effectivement il y a ce truc là d'esthétique, en tout cas de direction artistique, qui pourrait faire penser à ce genre de film. Je trouve que là le film où il est intéressant aussi, c'est sur l'aspect social de ce truc-là, où il en fait pas des caisses, où justement on ne connaît rien de l'histoire, ou peu de l'histoire de ces personnages, on devine dans quel milieu ils appartiennent, et je trouve qu'il y a un truc vachement saisissant de différence entre le personnage de Samuel Kircher et tout le reste, où lui justement c'est celui qui a tout dans ce milieu-là, et les autres n'ont rien, et en plus c'est le meilleur à la boxe, et je trouve qu'il y a une sorte de parallèle presque entre, il y a un truc presque méta en fait, dans le dire, bah ok Samuel Kircher, t'es en plus le seul acteur connu qui va avoir une carrière, et pas nous derrière. Je trouve que c'est un aspect presque saisissant du film, et en tout cas qui moi
m'a touché. Je trouve que le film a plein d'idées et essaye plein de choses, et je trouve que c'est méga encourageant, tu vois. Et de dire en fait que ça ressemble à n'importe quel autre film français, je trouve que c'est malhonnête, tu vois. C'est pour ça que moi j'en ai pas de souvenir. C'est que j'ai très peu de séquences qui me restent, j'ai très peu de plans qui me restent, j'ai très peu de moments, tu vois, genre même scénaristiques qui me restent. Et pour rebondir sur les personnages, je suis d'accord avec toi. Au début, l'espèce d'errance des persos, je les trouve super cool. Le problème, c'est que justement, d'un coup, le film commence à les antagoniser, en tout cas, en faire une espèce de dualité que je trouve justement pas très intéressante, parce que j'aimais bien ces espèces de sautes et le côté un peu pas très défini justement de leur relation. C'est que justement, d'un coup, je trouve que le film en fait enferme vachement, tu vois, son intrigue et ses persos. Et moi personnellement, j'ai plutôt apprécié le début du film. Je trouve que le film se pète progressivement un peu la gueule et tombe dans un truc justement un peu plus classique que sa prémisse. Après, ce qui a pas été dit non plus, c'est sur la relation avec son meilleur ami. Effectivement, c'est un sujet du film, donc moi ça m'a pas dérangé qu'il resserre là-dessus, parce que c'est quand même tout le sujet du film, où il y a une forme de virilité, en même temps d'homo-érotisme un peu entre les deux, où ils se câlinent, etc. Je pense que c'est un des sujets du film. On peut dire ça dans tous les films. Non, mais là il y a un truc aussi d'amitié, effectivement, et d'espèce de jalousie de ce personnage qui voit son meilleur ami arrêter de combattre, alors qu'en fait lui aimerait être à sa place, etc. Enfin, qui est un truc que je pense que bon. C'est pas forcément que ça, mais quand tu disais on voit ça dans tous les films français, c'est ça? Non, mais je trouve que le côté, en fait, ils sont entre mecs, ils font un sport de combat, et en fait, on va glisser de l'homoérotisme, c'est un truc que je vois très souvent, mais qui est probablement vrai dans ces milieux-là. Sauf que là, c'est pas esthétisé, et je trouve que c'est des ados qui sont tous moches, enfin, tu vois, il y a quand même un truc assez intéressant. Non, mais c'est pas Arte de Rivaldi, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Mais grave. Enfin, voilà. Non, mais encore une fois, c'est pas mauvais, et j'encourage plutôt les gens à aller le voir. Moi, non, mais je pense qu'on encourage, c'est un premier film dont on a plutôt dit du bien, La Danse des renards, avec effectivement les réserves que tu mentionnes, que Alban, lui, ne partage pas. J'ai des réserves aussi sur le film, comme je l'ai dit, mais c'est pas les mêmes, quoi. Non, mais c'est pas les mêmes, et toi t'encourages plutôt à aller découvrir La Danse des renards, et on enchaîne tout de suite avec le focus du jour. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, en focus du jour, on a décidé de débriefer la dernière cérémonie des Oscars, la 98e, si je dis pas de bêtises. Rita, tu l'as regardée en entier? Oui, comme je vous avais annoncé dans ma carte blanche d'il y a 2 semaines, c'est mon obsession. Et là, c'est le Super Bowl. Plus ou moins que le Kennedy, du coup. C'est un spoiler pour la suite de l'émission. C'est vrai. Vous verrez, écoutez jusqu'au bout, vous saurez. On va pas s'en sortir. Les Oscars, c'était dimanche dernier, dans la nuit de dimanche à lundi, et c'était cette fois-ci à nouveau le présentateur. Plutôt, c'était Conan O'Brien, comme l'année d'avant, qui est un humoriste américain que personnellement j'adore et qui a fait un travail plutôt intéressant. C'était une cérémonie qui ressemble un peu à celle de ces dernières années, c'est-à-dire un poil trop longue si vous aimez pas trop ça, juste la bonne longueur si vous êtes intensément passionné, avec des blagues drôles, parfois très peu de politique cette année, à part pour Javier Bardem qui a commencé son discours de remettant, non pas d'acceptant, en parlant de la guerre et de la Palestine, et des guerres plutôt et de la Palestine. Et c'était une cérémonie qui, à mon goût en tout cas, était plutôt mesurée, avec 2 grands gagnants de la soirée qui étaient Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, qui est juste là, en photo, en vidéo, et Sinners de Ryan Coogler, qui n'est pas en photo, mais on aimerait. Et le vrai grand gagnant de la cérémonie, c'était la Warner, qui le titre de l'article du New Yorker sur les Oscars de cette année, c'était est-ce que c'était une cérémonie en hommage à la Warner, avec le mot hommage qui voulait dire aussi hommage à quelqu'un qui est mort, puisqu'ils ont gagné le plus de prix parce qu'ils ont sorti Une bataille après l'autre, Sinners, mais aussi Évanoui, qui était le prix de l'actrice dans un second rôle pour Amy Madigan, et que en même temps le studio vient d'être revendu, comme on en a parlé plusieurs fois à ce micro, à la Paramount. On passe dire au passage que le boss de la Warner vient de récupérer $1 milliard pour la transaction sans avoir rien fait. Seulement 800 millions, je crois. Non, c'est vraiment 900 millions et quelques. C'est mais de dollars. Oui, c'est ça, de dollars. Mais du coup, c'est la conversion qui fait que moi j'ai lu 700 et quelques euros. C'est vrai que t'as raison, ça fait que 50 millions de différence. Tout ceci étant dit, c'était aussi une cérémonie où quelques Français ont récupéré des petits prix, on va en parler, comme chaque année ces derniers temps. C'était aussi en fait, c'était une cérémonie où il y avait beaucoup de choses très mignonnes. Je dirais que c'était une cérémonie bienveillante. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure, où il y a beaucoup de gens qui ont dit merci à des gens avec beaucoup d'amour. Et moi, l'image que je retiendrai, c'est que quand la chef-op de Sinners a gagné, c'est la première femme à gagner le prix de la meilleure photographie en 98 ans. Incroyable, on est pas mal. Quand même. La première femme nommée, c'était il y a quelques années seulement. Et c'est celle qui ensuite a été tuée par Alec Baldwin. Ouais.
Ah, waouh! Il s'est vengé. Non, c'est pas possible. Merde. Ce qui est plutôt une super stat quand je vous l'ai dit comme ça. Et c'est la première femme qui a gagné. Bien du courage. Et Ryan Coogler, qui par ailleurs a souvent mis des femmes en chef de poste dans beaucoup de chefs de poste qui sont souvent des hommes, donc c'est à noter. Et pendant qu'elle gagnait, il a couru dans la salle pour aller chercher le fils de cette dame qui était assis tout au fond et le ramener à l'avant, comme ça il peut voir sa maman donner le discours. Je vous invite à regarder cette vidéo. Chialade. Voilà. Ça m'a marqué. Deuxième chose qui m'a marqué, il y a eu une égalité pour les courts-métrages. Encore un Français impliqué dans l'affaire. Et le discours de Kumail Nanjiani qui annonçait le fait qu'il allait avoir une égalité, c'est ça le mot, oui. Était assez iconique. Donc voilà, ça c'était très drôle d'avoir deux personnes qui gagnent des prix. Ils avaient pas l'air très contents de partager leurs prix, les gagnants. Je sais pas qu'on pouvait. Écoute, c'est mieux arrivé que ne 6 pas en fois dans avoir. l'histoire, parce que je suis retombée dans un petit parce coup que de en fait, lapin. c'est un système il y a quand même beaucoup de votants. Donc Il y a en gros, beaucoup de votants, que ça arrive à mais une c'est égalité, c'est un possible. délire. Il y en a eu 6 fois dans l'histoire, si je dis pas de bêtises. Alors le plus iconique, c'est Katharine Hepburn et Barbara Streisand qui ont gagné pour meilleure actrice ensemble. Wow. Ouais. Pour, si je dis pas n'importe quoi, mais c'est possible, Un lion en hiver pour Katharine Hepburn et Funny Girl pour Audrey Hepburn. Non, pour Oui. Barbara Streisand, Oui. merci. Qui était aussi là pour rendre hommage à Robert Redford dimanche soir, c'était sublime. Et du coup, c'est Catherine. C'est Katharine Hepburn et Barbara Streisand. Ouais. Et il y a aussi eu pour meilleur son, il y a quelques années, où c'est Mark Wahlberg qui remettait le prix avec Ted. Si vous vous souvenez de Ted, la peluche. Bien sûr. Je vous invite à revoir ce prix. Pervers. Cette vidéo est sur YouTube. C'est trop bizarre la blague qu'il fait au début, qui est une blague. Je vous invite à la regarder, qui est à mon sens antisémite, mais c'est pas grave. Ok. J'ai revu cette À semaine mon suite à ça. sens. Voilà, c'était pour l'introduction un peu plus. Écoute, j'ai pas vu venir, ce point d'arrivée. J'allais juste dire que si ça vous intéresse, on a fait un focus sur les Oscars et les Césars où on racontait vraiment l'origine de ces cérémonies, les moyens de vote, etc. Donc on va pas en reparler cette fois-ci, mais ce focus est évidemment disponible et je pense qu'on l'avait fait au moment des Oscars l'année dernière. Donc en termes de date, ça va pas être trop difficile à retrouver. Si jamais vous galérez, vous nous envoyez un petit message. On vous indiquera. Bon, écoute, quand on aura des millions d'auditeurs, Elisabeth, tu vas assumer ce genre de choses? Peut-être pas, mais pour le moment, c'est encore gérable. On peut encore répondre à nos DM. Je vais vous lister un peu rapidement les premiers, parce qu'on va pas revenir sur chacun, mais je trouve que c'est intéressant quand même de dire que en meilleur court-métrage d'animation, c'est La jeune fille qui pleurait des perles qui a gagné, qui est un film canadien, mais il y avait un film français d'ailleurs qui était nominé, Papillon, qu'on avait vu Félix à Clermont-Ferrand. Tout à fait. Pardon, t'avais dit quoi? Je dis Annecy, Clermont, j'essaie de t'aider. Oui, c'était Clermont, merci. Et je t'ai coupé, donc je m'excuse. L'ambiance est vraiment de plus en plus À la fin de l'année, on fera un montage genre vidéo gag, je sais pas. De tous les moments où Alban a été interrompu et comment il a rebondi suite à ça. Et surtout qu'il n'a pas encore été interrompu dans cette émission. Bah si, tout à l'heure. Bah non, c'est après. Tout à l'heure. Oui. En meilleur court-métrage, nous avons donc, comme nous l'avons dit, ex aequo The Singers et Deux personnes échangeant de la salive, qui est pour le coup un film français réalisé par Alexandre Singh, je pense, et Nathalie Musteata. Ça va encore être une catastrophe. Pendant leur discours, ils ont bien expliqué que c'était un film français, mais qui avait été fait par énormément de gens de plein de nationalités. Et c'était important pour eux de le préciser pendant le discours. Tout à fait. Est-ce que tu veux en dire un mot, Félix? On l'a aussi vu à Clermont-Ferrand. Est-ce que je vais en dire un mot? Oui, allez. Moi, j'avoue que je suis pas très fan de ce film-là. Après, c'est un film français qui tranche un peu avec l'esthétique, on va dire, des films français habituels. C'est-à-dire que on sent qu'il y a une envie un peu technique, notamment, qui est assez chouette, d'ambiance, d'esthétisme, de travail des cadres, etc. Le problème, c'est que je trouve ça très publicitaire. Et d'ailleurs, le film est produit par pas mal de maisons de luxe. Ouais. Je crois que d'ailleurs, les deux réals viennent de là. Passe dans un équivalent du printemps. Ouais, exactement. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté, on va essayer de faire du Lanthimos, mais du Lanthimos de maintenant, qui du coup a une esthétique publicitaire, je trouve, et pas du tout incarnée, où il n'y a pas vraiment de réel et où l'idée c'est juste d'enchaîner les séquences un peu étranges pour faire étrange. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment un côté très marketing en fait dans ce film-là qui, moi personnellement, me touche pas du tout et que je trouve déjà vu et très calibré. Et du coup, ça m'étonne pas effectivement qu'il gagne ce genre de prix. Je suis pas sûr que ce soit non, je suis pas sûr que ce soit la relève du cinéma français, si c'est ça la question. Voilà. Exactement. Court-métrage documentaire, je pense que personne l'a vu ici. En fait, il y a un côté un peu, franchement, c'est très, c'est publicitaire, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois. Je trouve que je crois que c'est coproduit par Chanel. Bah ouais, voilà. Oui, et ça, je le sens, et du coup, je trouve qu'il y a vraiment un côté market. Enfin, on n'a pas besoin de ça, je pense. Mais juste, j'ai rigolé parce qu'on dirait l'inverse, tu sais, les plateaux télé le lendemain des Oscars quand des Français gagnent et qui sont en mode, la cocorico, vive la France et tout. Là, j'avoue que je m'en fous. Mais bon, on va passer pour des courageux. C'est pas grave. Meilleur court-métrage documentaire, je pense que personne l'a vu. Ça s'appelle Toutes les chambres vides. Meilleur film documentaire, c'est Mr. Nobody Against Putin, que
que personne n'a vu non plus. Il dispose sur Arte. Exactement. En meilleur film d'animation, ça c'était assez intéressant, c'est K-pop Demon Hunter qui a gagné. Et il y avait, c'était prévisible de ouf. Il y avait notamment, il y avait, disons qu'il y avait quand même genre Arco en face. Mais voilà. Mais Amélie et la métaphysique des tubes. Pardon, mais je sais, mais c'est deux films français. K-pop Demon Hunter, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. C'est effectivement, c'était un énorme carton. C'est très amusant. C'est quand même vraiment. C'est un TikTok. Oui, mais c'est aussi pareil, ce qu'on dit à chaque fois dans ce genre de truc, c'est que c'est des votants. Donc, en fonction du nombre de gens qui ont vu le film, qui vont voter, K-pop Demon Hunter, ça a été un giga carton. Oui, puis surtout donc, si t'as des enfants. Probablement des tas de mecs qui ont voté, quoi. Oui, si t'as des enfants, karaoké, ça. C'était peut-être un des seuls films identifiés, en fait, par les gens qui ont voté. De la même manière qu'ils ont gagné meilleure chanson originale, je prends de l'avance sur ce que tu vas dire. Et il y a eu 2 performances, c'était celle de la chanson en question, Golden, et celle de Highlight to You de Sinners, qui, je sais, a été une scène très controversée quand vous en avez parlé ici à la sortie du film. Depuis j'ai rattrapé le film, moi c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Oui, je t'aime cette scène aussi. Ouais. Moi c'est une scène et Laurent aussi. Valentin aussi. Et Valentin aussi. Bah dis-le, lève la voix. Non, c'est moi. Frondeur. Moi je me suis caché les yeux. J'ai revu le film, je me suis à nouveau caché les yeux. Non, je sais. En gros, il y a 2 teams. Sinners. Quel film? Non, je parlais quelle scène? La scène où il y a des apparitions de mecs de Funkadelic et des trucs comme ça. T'as un problème avec cette scène toi ou pas? Pas un problème, non, j'étais relativement indifférent à cette scène. Ok, bon bah très bien, comme ça on a tout le monde dans les équipes, mais comme ça on peut montrer qu'à l'antenne on est assez éclectique là-dessus. Ouais. Ce que j'allais dire là, c'est que je trouvais que sur scène, et je sais pas si vous avez vu la performance sur scène qu'ils ont faite de cette scène aux Oscars, et je trouvais ça super comment ils l'ont fait réinterpréter pour la scène, alors que c'est pas aisé je trouve en plus de faire cette scène là comme ça, et c'était super, et pour le coup ils ont pas gagné, et face à Golden dont la performance était un peu bof sur scène, et je trouvais que c'était assez révélateur je pense que les gens ont changé d'avis en fait au fur et à mesure que la saison avançait. Et écoute, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus haut. Le meilleur film international, et ça va faire plaisir à toute l'équipe autour de la table, c'est Valeurs sentimentales. C'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier, qui était contre L'agent secret, Un simple accident, Sirat et la voix de Hind Rajab. Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve que c'est le seul scandale, vrai gros scandale de cette cérémonie. Et c'est vraiment genre impossible que les mecs aient donné ça à Sentimental Value. Dans son genre, ça performe quelque chose d'assez terminal, c'est-à-dire. Oui, voilà, mais c'est déprimant du coup. Mais déjà, heureusement, ça aurait pu gagner plein d'autres choses déjà, parce que ce film était nommé dans énormément d'autres catégories, et moi j'attendrais quand même beaucoup du contingent brésilien, comme on l'appelle de plus en plus, qui votent massivement aux Oscars. Ils votent beaucoup et ils sont... Même eux, ils sont endormis devant l'agent secret, tu sais, donc en fait, non, on met pas une couche. Tu sais ce qu'on va faire? On va t'envoyer voir que les films genre Le crime du 3e étage et tout ça. Plus où il y aura Lucchini. Moi, un autre mauvais film, hein, genre j'en vois tout le temps, hein, tu vois. Attends, tu mets sur le même... Non, quand même. Ah oui, d'accord. Malade par contre. Ça reste mauvais. Mais... Là encore, l'agent secret que j'ai rattrapé après que vous en ayez parlé ici. Je suis pas sûre. Non, mais après que vous en ayez parlé ici. Tu l'as vu, Valentin? L'agent secret? Oui. Non, pas encore. Ben va le voir, toi, tu vas adorer ce film. Par contre, ça fait 2 fois que tu me donnes des ordres dans 5 minutes. Mais je m'en fous. Mais je fais ce que je veux. Ça dépend. Si t'as des problèmes de sommeil, ouais, tu peux y aller, c'est une bonne idée. Oh, ouais. Non, je pense que ça va te plaire, effectivement. Non, je pense que ça va. C'est pénible quand les gens disent ça va te plaire. Moi, j'ai détesté, mais toi, tu vas kiffer. Moi, j'ai adoré. Moi, c'est dans mon top 3 de l'année. Mais là, c'est pas ça, elle a adoré. Ah non, justement, je dis à Valentin d'aller le voir parce qu'on a certaines lignes de nos cinéphiles qui se croisent parfaitement, et je pense que l'agent secret est ça. Et donc l'agent secret aurait dû gagner. Non, je l'ai pas mal pris, hein, tout est dans la bienveillance de mon côté. mais du coup, Valeurs sentimentales, c'est vraiment très très bonne ambiance ce soir. Mais Valeurs sentimentales, quel enfer. Donc on vient de le dire pour meilleure musique de film, c'est donc en meilleure musique de film Sinners, mais en meilleure chanson originale Golden. Meilleure musique de film complètement méritée. Pour Sinners. C'est vraiment genre, je suis pas forcément fan de Sinners et tout, mais la musique est trop bien. Et l'année prochaine, s'il gagne pour le Nolan, il aura fait genre 4 Oscars. Comment il s'appelle? Coogler, Nolan. C'est vrai? Ça serait super drôle. Attends, ça fait 3 fois qu'il gagne? Ouais. Il a eu 3 Oscars en 3 ans. Il truste un peu le marché. Mais il est super. Super chevelure, super musique. Il parcours intéressant, mais qui vient du rap. Il a produit des mixtapes pour Childish Gambino. J'adore ce mec. En fait, il était à USC avec Coogler. Ils se sont rencontrés comme ça. Et Ludwig Göransson. USC, c'est l'University of South California pour ceux qui. Ouais, l'université, excusez-moi. Et il est vraiment super, Ludwig Göransson. C'est vraiment genre un Suédois qui est là, quoi. Et si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, non, je voulais regarder effectivement sa filmographie, mais c'est ça, en fait, il collabore depuis Creed, en fait. Mais parce qu'ils se sont. Ah non, même sur ce Fruitvale Station. Oui, vraiment, c'est tout début. Ils étaient même, ils étaient pas coloc ou un truc comme ça. Un truc comme ça, mais en tout cas, ils sont devenus super potes et ils sont restés potes depuis. Et en fait, Ludwig Göransson est hyper intéressé par le fait de voyager pour découvrir la musique d'autres pays et l'incorporer au son des musiques de films qu'il fait. Et il a passé beaucoup de temps
au Sénégal et en Afrique de l'Ouest pour les musiques de Black Panther et puis a fortiori ensuite de Sinners. Il a fait d'autres recherches sur les musiques ancestrales américaines et noires américaines. Il est trop cool ce gars. Et il a l'air super chill. Et bah bravo à lui. En revanche, il n'a pas gagné meilleure chanson originale puisque tu le disais, c'est Golden dans la BO de K-pop Demon Hunter. Pour les meilleurs effets visuels, c'est Avatar de Feu et de Sang, donc Avatar 3, qui a gagné en face de F1, Jurassic World, Sinners et The Lost Bus au cœur des flammes. Je ne sais pas ce que c'est. Vraiment la catégorie des enfers. Il n'y a pas un bon film quand même. Non mais après sur les effets visuels, Jurassic World, je pense que enfin moi je l'ai vu et je trouvais que s'il y a une chose à sauver, c'est que visuellement c'était pas très moche. Oui, pas très moche, t'as pas si joli. Non, c'était même plutôt joli. J'ai l'impression que c'était bien la pellicule. Ils ont de l'argent quoi. Ouais, bah oui, mais en vrai, c'est une catégorie argent. Après Avatar, tu vois, je peux comprendre parce qu'il y a tout un délire autour des effets machin. Le fait est que tout le monde s'en bat les couilles globalement. Voilà, et le fait, enfin aujourd'hui en fait tout le monde s'en bat les couilles. C'est marrant d'ailleurs pour revenir un peu sur un truc dont on parle de manière générale, c'est que à l'époque, c'était hyper important que les gens faisaient des cases sur la valeur des effets spéciaux et maintenant, tout le monde s'en branle, quoi. Vraiment. Parce que, à moins que tu fasses des deepfakes avec Hitchcock, en général, tu t'en sors plutôt bien si t'as le budget je trouve que adapté. Le prix a un peu aucun sens parce qu'en plus, maintenant, Hollywood, ils vont juste embaucher des Indiens sous-payés. Enfin, tu vois, il y a un côté où genre on récompense des gros blockbusters. De temps en temps, tu vois, quand ils avaient récompensé Godzilla, Shin Godzilla. Oui, voilà, Godzilla, ça peut avoir Minus One, pardon. Pas Shin Godzilla, Godzilla Minus One. Minus One, ça avait du sens. Où en vrai, ça avait vraiment été bossé, ça a été intéressant et ça te montre en fait comment l'industrie peut bosser avec ça. Enfin, c'est cool. Mais je suis sûr qu'il y a plein de... c'est un délire de nerd. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a plein de films qui effectivement utilisent les effets spéciaux de manière intelligente, qui sont juste pas nommés parce qu'en fait, c'est pas l'espèce de déferlante visuelle. Normalement, ceux qui choisissent le nominer, c'est des professionnels du secteur. Donc, en principe, ils savent un peu pourquoi est-ce qu'ils nomment les mecs. Mais j'avoue, je me rappelle pas si, par exemple, The Creator, qui était aussi un film dont on avait pas mal parlé. Nommé, je sais pas s'il avait été nommé. Je suis pas sûr qu'il l'ait gagné. Mais tu vois, bon, voilà. Je pense surtout que les cartes vont être rebattues en fait avec les avancées de l'IA et comment est-ce qu'elles vont être incorporées. À mon avis, c'est les métiers de la VFX qui vont d'abord sauter avant même. On parle beaucoup de scénarios et des actrices, etc. Mais dans les VFX, à mon avis, on va vite voir les impacts et en fait, ça va forcer les gens à reconsidérer ce qu'ils en fait estiment être méritant dans ce cas-là. Et je pense que ça peut être intéressant en ce sens de voir parce que c'est juste effet visuel d'ailleurs et c'est en fait devenu effet numérique avec le temps cette catégorie, mais je pense que ça c'est presque voué à revenir aux effets pratiques et je pense que dans quelques années on va voir des gens comme tu vois Nolan qui s'est toujours réclamé de faire tous ces effets de manière réaliste, de faire vraiment péter des voitures, de faire vraiment de limite tuer vraiment les gens quoi. Je pense que c'est ce genre de truc qui va redevenir à la mode. C'est presque un Oscar aussi de presque de DA quoi, de direction artistique au sens large de. Là en l'occurrence, c'est Avatar. Là en l'occurrence, je peux comprendre que ce soit que ce que les votants en fait pensent à ça. Et que du coup, comme ils se disent Avatar, quand même, il y a un monde, tu vois, qui a été créé de A à Z, et donc du coup, on va récompenser ça. Mais je suis d'accord, c'est discutable. Et pour répondre à ta question, Laurent, du coup, the creator de Gareth Edwards avait été effectivement nommé en 2024 meilleur son et meilleurs effets visuels, mais meilleurs effets visuels, il a perdu contre Godzilla Minus One. Oui, d'accord. Donc c'était t'avais une année en tête. 2024. Oui, non, mais je veux dire, c'est les deux films récents. C'est les deux films récents, tu vois, dont les effets visuels ont fait parler. Parce qu'il y a eu un travail, on va dire, d'industrie autour de ça. Meilleur son, c'est F1 qui a gagné contre Frankenstein, une bataille après l'autre, Sinners et Sirat. Je suis vraiment pas très fan du film. Je trouve pas ça déconnant. Non, ça déconnant. Pour le coup, tu vois, ah oui, t'as raison qu'il y a Sirat en face. Ah oui, t'as raison. Ah oui, non, n'importe quoi. Oui, t'as raison. Et l'ingénieur, enfin Il répète zéro. Il a dit non, ça bah oui, n'importe quoi. J'ai dit Sirat sans même réaliser et en fait, j'ai pas le nom justement. Mais c'est quand même pas déconnant, tu vois. Sirat, les gens qui l'ont fait. Je crois que c'est une femme. 3 personnes, c'est Amanda Vieja ou Viera, j'imagine. Laia Casasnovas et Yasminda Praderas. On lui a demandé juste pour qu'elle lise les noms. Ouais, c'était un piège. Non, mais F1, ils sont genre 12. Non, on s'en fout. Je veux pas. Je sais juste qu'il y a Neon qui a sorti des interviews justement avec les techniciens du film et je suis tombé sur l'interview du coup d'une des 3, je sais pas laquelle, et c'était super intéressant leur approche justement du son, donc j'aurais kiffé les voir gagner, mais bon, c'est comme ça. Et ben voilà, pas d'ego, zéro opinion, je suis d'accord avec Félix. C'est notre focus peut aller café du commerce. Faire foutre. Tu lis des choses et nous on est là. Bah ça, je pense que. Meilleur montage, c'est une bataille après l'autre, donc de PTA. Le montage est de Andy Jurgensen. En face, au meilleur montage, je dis juste, il y avait F1, Marty Suprême, Valeurs sentimentales et Sinners. Rita. Le meilleur montage ces dernières années, c'est le meilleur précurseur pendant la cérémonie pour savoir qui va gagner meilleur film. 100% tout le temps.
C'est ça. Et Elle est d'accord avec tout en ce moment. Je suis d'accord avec toi, Rita. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un précurseur dans l'industrie. Et on se demande si à partir de maintenant, casting ne va pas être aussi une manière de savoir les choses, ça va pas être un bon précurseur petit à petit. Parce que cette année, et donc je fais un pont aussi avec le fait qu'on a introduit la catégorie casting qui n'existait pas avant. C'est la première fois en 20 ans qu'il y a une nouvelle catégorie aux Oscars. Et c'est Une bataille après l'autre qui a aussi gagné. Et vu que ça sous-entend un peu l'idée que au global, le casting du film était bien, alors que théoriquement, ça devrait être la personne qui a fait le casting et aller chercher des gens zinzin, auquel cas, moi, j'aurais préféré que l'agent secret ait gagné aussi, encore une fois. Mais donc, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que pendant la cérémonie, les gens essayent de choper des indices sur qu'est-ce qui est le plus grand annonceur de qui va avoir le grand prix à la fin. Voilà, pour mettre un peu plus des infos structurelles là-dessus. Et est-ce qu'on est content pour Une bataille après l'autre, évidemment? Oui, bien sûr. Toujours. Plus de prix rafle, le plus content on est. Et ça, Valentin, t'aimes? Oui, moi je suis pour. Ok. Meilleure photographie, c'est Sinners, et donc le chef-op en question s'appelle la chef-op en question, Autumn Durald Arcapo. Et donc c'est effectivement, je l'ai bien prononcé? Non, je l'aimais bien, je l'ai bien prononcé, je crois. Et donc effectivement, c'est la personne dont tu nous parlais tout à l'heure, qui est seulement la deuxième chef opératrice à gagner ce prix. Donc je pense qu'on est tous. Et que la photo de Sinners est vraiment c'est plutôt pas incohérent. J'ai même pas dit ce qu'il y avait en face. Frankenstein, Marty Supreme, Bataille après l'autre et Train Dreams. Non mais tu vois, il y a d'autres films qui auraient pu prétendre. Typiquement, je trouve que Marty Supreme ou Une bataille après l'autre, c'est des films qui ont des photos intéressantes. Frankenstein, pour le coup, c'est vraiment bof, vraiment moche, mais bon, Désolé Guillermo, il a vraiment fait beaucoup mieux. Non, c'est mérité. C'est-à-dire que je trouve, même en termes de choix artistique de la photo, c'est parfaitement mérité pour reconstruire cet univers qui est à la fois du sud des États-Unis, un peu poisseux du début du siècle et tout. Non, c'est un film moite. Ouais, il y a un travail du contraste, un travail des basses lumières qui est vraiment super intéressant. Franchement, ils ont bien parce que pour le moment, on n'est pas du tout dans le débat, on est plutôt dans l'amour et moi, je suis l'accord. Pas totalement d'accord sur Sinners. Alors, tu trouves que la photographie de Sinners n'est pas réussie? En fait, c'est pas quelque chose qui m'a forcément marqué, et je trouve que, et en fait, de manière plus générale sur le film, et je trouve que la photo rentre aussi dans cette interprétation, je trouve que tout ça est très beau, mais ça reste pour moi un peu sous cellophane, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu un produit préfabriqué, ok, c'est cool, la photo est belle, mais je trouve qu'il y a pas vraiment de recherche. Je trouve qu'il y a pas, oui, ok. Je trouve que tout ça est quand même très joli, très bien pensé, mais enfin, je sais pas, ça me touche pas, en fait. Ça manque d'un parti pris fort, tu trouves? Ouais, ça manque de parti pris. Je trouve que ça manque, et ça va être un peu dur ce que je dis, je trouve que ça manque peut-être un peu de cœur aussi, tu vois, même si le film porte des messages importants, mais je trouve que, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu préfabriqué là-dedans. Tu voulais réagir? Moi, je pense que, en fait, j'entends plein de critiques sur Silence, mais le fait de pas avoir de cœur. En fait, je crois que je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que esthétiquement. Attends, juste est-ce que Rita peut aller au bout de sa phrase? Parce que le truc, c'est que c'est pour moi en fait, je vois beaucoup de défauts, notamment au niveau du scénario de la deuxième partie du film, quand ça devient le film de vampire, où j'ai plus de soucis, et que je rentre moins parce que même le côté violent, moi, me tient en dehors, mais c'est un truc très personnel. Par contre, sur le côté cœur, moi, j'ai plutôt été vachement émue par la trajectoire de chacun des personnages, et puis surtout comment on nous les amène chacun. Mais c'est pas ce que tu veux dire, peut-être. Ouais, voilà, ça, effectivement, faut que je revienne sur ce que j'ai dit. Je dis pas que c'est un film qui manque de cœur. Je pense que c'est même un film qui ne basait que sur ça, et c'est aussi mon problème que j'ai par rapport au film. C'est le problème, c'est que je trouve que le cœur a été mis à un seul endroit du film, qui est quel message on veut véhiculer, qu'est-ce qu'on veut porter comme message, et je trouve que le reste, le taf n'est pas forcément bien fait, et je trouve que la photo en fait partie. Oui, et que le film est esthétiquement assez sage, en fait. C'est esthétiquement sage, le scénario est sage, enfin je veux dire, le film n'existe que parce que le message qu'il véhicule, mais on avait une discussion comme ça, je trouve qu'il y a un moment donné où il faut un peu, enfin, on s'avance trop là sur le débat, mais je trouve qu'il faut un peu respecter sa clientèle, et je trouve que Sinners le fait pas. Voilà. Je te trouve un peu dur, mais j'entends, je crois que je vois ton point de vue. Je suis un peu d'accord avec toi, mais typiquement sur la photo, je trouve qu'il y a des partis pris qui échappent à un quelconque message et qui sont vraiment un truc de ressenti, de comment la lumière va imprimer la pellicule, et tu vois, d'ambiance poisseuse. Enfin, tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui est porté pas sur l'intellect, et au contraire sur un truc plus viscéral. Et j'ai pas trouvé ça très poisseux, justement. Ça pour moi c'est plus dû au fait qu'il maîtrise pas complètement son micro quand ça bascule dans le vampire. Je trouve que c'est un peu, tu vois, mais la photo en soi, puisque c'était un peu le débat, je la trouve, enfin, je sais pas. Après, je l'ai pas vu au ciné. Enfin, aussi, j'essaie de me trouver des excuses. Je l'ai pas vu au cinéma. Il y a plein de choses qui font. Tu vois les scènes avec les vampires dehors qui dansent et tout. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une atmosphère, des trucs qui peuvent être assez, des visions quand même assez fulgurantes par moment, à mon sens. Mais oui. Et puis sur les autres sujets, on refait pas le débat. C'est un film gratos. C'est un film que j'ai. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça vaudra peut-être le coup de reparler de Sinners. Je sais pas dans quel contexte, mais parce que je pense que on va avoir l'occasion d'en reparler aujourd'hui.
Ah, mais on va pas refaire le débat maintenant ou quoi. Ah mais oui, non, sur le film. Oui, non, je vais vraiment dire du film en lui-même parce que je pense que c'est un film qui, avec le temps et avec les différents visionnages que d'autres ont pu faire après le débat, je pense que c'est peut-être un film qui vaut le coup de me remettre dans un contexte et je sais pas si ça vaut le coup d'en reparler, mais il a cristallisé beaucoup de choses et même aux États-Unis et à la fois de passion et de frustration, d'incompréhension de plusieurs différentes opinions du film. Et je trouve que c'est un film qui en tout cas a été très intéressant et qui a un peu plus encore symbolisé l'année cinéma aux États-Unis qu'une bataille après l'autre, même si c'est pas lui qui a gagné le prix suprême, parce qu'il a mis sur lui plein de débats différents. En fait, les deux en fait sont vachement rentrés d'un coup en espèce d'opposition. Alors que tout le monde, alors que les casts des deux et les équipes techniques des deux s'adorent, et il y a eu plein de photos d'eux en train de s'embrasser en on et en off, je veux dire dans les trucs officiels et même par des photos volées aux Oscars, au César, lol. Et je pense que ça a été une nouvelle bataille culturelle, alors que les deux nouvelle bataille après l'autre, alors que les deux traitent un peu en plus des mêmes sujets et de manière assez différente, mais avec tous les deux des castings majoritairement d'acteurs et actrices nord-américains, avec tous les deux une idée de qu'est-ce que tu fais en réaction à la suprématie blanche. Enfin, c'est des choses hyper intéressantes et le traitement et l'accueil des deux a été tellement différencié parce que c'est pas les mêmes genres, parce que c'est pas les mêmes cinéastes et tout. Mais du coup, ça a donné lieu à une forme de guerre culturelle parce que les réalisateurs. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être un jour de faire un focus sur Ryan Coogler. Et que peut-être que le jour où on fera un focus sur lui, on aura effectivement l'occasion de reparler de Sinners, parce qu'en fait, sa filmographie est quand même très intéressante. Juste après, on a un triplé de Frankenstein qui a gagné meilleur maquillage et coiffure, meilleur costume et meilleur décor et direction artistique. Alors, pour la direction artistique. La direction artistique. Je sais qu'on n'était pas d'accord sur le maquillage de Jacob Elordi. Je sais pas si les gens m'ont juste entendu souffler dans mon micro, mais c'est quoi en anglais le production design. Ah ouais, ok. C'est les gens qui construisent des décors, quoi. Oui, mais parce que je sais pas si c'est comme ça qu'ils l'ont. Ouais. Oui, donc la production design, c'est pas complètement la direction artistique. C'est pour ça que je dis ça. La production design, en vérité, c'est les gens, c'est l'équipe. Pardon, c'est l'équipe décor. Ouais, voilà, décor et accessoristes. Enfin, ouais, exactement. En fait, c'est déco, accessoires. Et c'est vrai que ça s'entend plus du coup si on prend juste cette partie-là, quoi. Ouais, mais en vrai, il y avait. Je pense juste que tout le monde adore Guillermo del Toro. En face, en face sur les meilleurs décors et direction artistique, il y avait Hamnet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre et Sinners. Pour coup, Marty Suprême, tu vois. Ouais. Ouais, ça aurait mérité à mon avis. Du taf là-dessus quand même. Et la personne qui a été nommée, une des personnes qui a été nommée pour Une bataille après l'autre a fait un post Instagram, je vais vous retrouver son nom, il s'appelle Patrick Smith si vous voulez aller voir, et c'est incroyable de voir les behind the scenes. Il a même mis des captures d'écran de textos qui se sont envoyés dans l'équipe, qui montrent comment ils ont choisi certains des petits trucs de détails de décor dans le film, et c'est trop fun. Trop bien. Okay. Donc je vous recommande de regarder ça sur Instagram. On passe à la catégorie scénario, et justement on parlait de l'opposition entre les deux films. Il se trouve que meilleur scénario adapté, c'est Une bataille après l'autre, en face de Bugonia, Frankenstein, Hamnet et Train Dreams, et en meilleur scénario original, c'est Sinners en face de Blue Moon, Un simple accident, Seivar, Marty Suprême et Valeurs sentimentales. Seivar ? Je sais pas comment on prononce ça. Comment ça s'écrit ? Moi j'ai Blue Moon, un accident. Seivar. Mais je pense qu'il y a une erreur parce qu'en fait c'est le nom du réalisateur et ils ont raté leur. Enfin, c'est donc entre Sinners, Blue Moon. Non pardon oui. Comment dire le Marty Suprême et Valeurs sentimentales. Marty Suprême Valeurs sentimentales. Non mais c'est le Jafar Panahi aussi qui était dedans. Qui en fait donc c'était un simple accident. Voilà. Parce que le truc est mal foutu. Désolé. On passe. C'était le trou noir, genre. On passe un peu pour des glands, mais ça va, ça arrive. Des blancs, c'est pas grave. Pour des glands. Pour des glands. On passe aussi pour des glands, t'inquiète. Et donc, je trouve que c'est un peu le deuxième scandale, moi, de cette. Alors, lequel ? Le meilleur scénario adapté pour Une bataille après l'autre ? Non, pour le meilleur scénario original. Donc, Sinners. Que clairement, c'est le gros point faible du film, c'est son scénario. Je trouve ça difficilement défendable, qui gagne contre Un simple accident ou même contre Marty Suprême, pour le coup, où je trouve que c'est un scénario plus complexe. Alors moi je trouve qu'un simple accident c'est un des pires scénarios de cette année. Ah non, je suis pas d'accord, mais bon, enfin ça se discute. Mais donc tu vois, ce que je veux dire c'est que du coup c'est pas forcément un scandale. Pour moi ça aurait été un scandale clairement ça aurait dû être un simple accident à côté, tu vois, genre un simple accident c'est une très bonne idée, mais je suis en train de scénario. Moi je suis d'accord avec toi, un simple accident je trouve ça hyper un simple accident, je trouve que c'est un plutôt mauvais scénario, mais c'est mon opinion et j'aurais pas trouvé ça. Tu te trompes, mais c'est ton opinion quand même. C'est notre opinion. Tu vois, il y a une équipe
Ça y est. Oui, mais Laurent, tu peux. D'accord. Si on discute comme ça, discutons comme ça. J'ai raison sur tout et tout le monde a tort sur le reste. C'est pas. C'est pour moi. C'est le problème de cette émission. Comment? Non, mais je pense que moi, Sinners, ça me choque absolument pas qu'il gagne. Je suis plutôt très contente pour lui, même si je pense effectivement c'est pas le plus grand point fort du film. Il a gagné. Perso, j'aurais préféré Marty Supreme pour le scénario. Maintenant, je trouve pas que ce soit un scandale que Sinners ait gagné. Je suis d'accord que c'est un moins gros scandale que Sentimental Value, mais oui, tu vois, typiquement si Sentimental, si Valeur Sentimental avait gagné, on aurait tous pété un câble. Oui, et a raison. Ça aurait été un méga scandale. Voilà. Et le cinquième, c'est vrai que ça aurait pu être pire. Il y en a que 4. Oui. Ah non, pardon. Sinners, Blue Moon, un simple accident, Marty Supreme et Valeur Sentimental. Et Blue Moon, ça plutôt cohérent aussi comme victoire. Donc en vrai, c'est une catégorie plutôt forte comme il y avait beaucoup de gens intéressants, comme souvent au scénario. Maintenant, Sinners, je suis quand même très contente que Ryan Coogler ait eu un prix parce que les cérémonies de prix, ça reste des trucs de copinage et de machin. Il a écrit tout seul. Il y a tout le temps des prix scandaleux et là il y a quand même une idée. Alors tu vois, le scénario ça récompense l'écriture du scénario et souvent et beaucoup, et c'est aussi le souci, l'idée originale. Oui. Et en fait, ça pourrait être une idée originale, c'est une putain d'idée originale qu'il ait réussi à faire écrire et à faire produire un film qui est une comédie musicale pas vraiment, film de vampire sur l'histoire de l'appropriation culturelle musicale des Noirs américains dans les années 20. Je pense que c'est quand même super cool que de donner un prix à un film comme ça, qui est un film de genre en plus. Bah c'est ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film de genre. La plupart des films qui ont gagné aux Oscars là, c'était des films de genre. Et c'est inédit par rapport à ces 30 dernières années. T'es pas d'accord, Alban? Bah, je trouve pas que ça soit un film de genre, mais je trouve que ça sert du genre pour porter une histoire, mais il fait pas le taf. Enfin, il fait pas complètement le taf de film de genre. Je suis d'accord. On peut pas dire que Sinners soit un film de genre. Ça reste un film de vampire. Je veux dire, c'est un film de vampire. Mais ça reste un film de en fait, si je me mets dedans pointu et que je me filme, je peux pas dire que c'est un film de vampire. Ça serait terrifiant. Non, mais en fait, j'exagère un petit peu, mais c'est juste un petit peu. En fait, il utilise le genre pour dire quelque chose, mais moi, j'y trouve pas du tout mon compte dans. Mais en tant que spectateur de film de genre, tu trouves que t'en as pas pour ton argent de cette manière-là? Parce qu'il est pas complètement à l'aise et qu'il rate un peu son micro. Mais je veux dire, sur ce principe-là, Get Out, c'était exactement la même chose. C'est juste que, enfin, peut-être que t'aimes pas Get Out non plus, mais. Alors moi, je trouve que Get Out souffre pas des mêmes problèmes que Sinners. Non, il est juste en train de dire que c'est aussi un film de genre qui utilise le genre pour raconter quelque chose, comme la plupart des films de genre en vérité. Après, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est pas. Enfin, je trouve quand même qu'il y a des idées, qu'il y a des envies, tu vois, et qui sont des envies vraiment de cinéma de genre. Enfin, je le pense très sincère par rapport à d'autres mecs, tu vois, qui pour le coup théorisent vachement le truc juste pour balancer un message. Mais en fait, je dis pas forcément ça. Je dis juste que tout le monde utilise à un moment un genre pour faire passer un message ou pour essayer de dire quelque chose. Ça, on est d'accord là-dessus. Simplement, il y en a qui font le mieux que d'autres. Je trouve que. Ah, mais ça, d'accord. Je trouve que Sinners, en fait. Moi, je ne vois pas le film de vampire. Je suis jamais pris par cette idée-là du film parce qu'il essaye de développer à travers les personnages de vampires. Je trouve que ça marche pas, en fait. Je trouve que c'est et je trouve ça même dommage de le raconter comme ça. Et précisément parce que c'est mal écrit. Et je suis d'accord avec toi. Bah moi, je vais vous dire, j'ai été absolument terrifiée par ce film de vampire. Je trouve que c'est la partie la moins convaincante du film. J'adore le début qui est une espèce de déambulation dans le sud américain. Je suis moins convaincue par la partie de vampire. Est-ce que pour autant, je trouve que c'est un film de genre réussi? En plusieurs sens, oui. Déjà rien que parce qu'il remobilise les codes du film de vampire très classique, à savoir un vampire ne peut rentrer que si tu l'y invites, ce genre de choses qui sont installées. Bah, je suis désolée, ça en fait un film de genre. C'est peut-être moins abouti que d'autres films de genre, mais ça reste un film de genre et on peut pas sortir. Non mais on discutera quand même de ce que ça veut dire d'être un film de genre et tout. Enfin bref, mais on a déjà discuté. J'aime que ce débat des Oscars devienne un débat sur Sinners. C'est très intéressant. mais c'est pour ça que je dis qu'il faudrait reparler de ce film. On est en train de faire le débat. Parce que dès qu'on le mentionne, il devient un truc plus intense que ce qu'on voulait qu'il ne soit initialement. Et je trouve que c'est trop intéressant et c'est tant mieux que ça soit un film qui nous fasse autant. Moi, je crache dessus, mais en vrai, j'ai plutôt bien aimé. Mais je sais, c'est pour ça. Moi aussi, j'ai pas détesté. Je dis juste que, enfin bon, bref. Mais parce que c'est pour ça que comme tout film qui se fait super hyper par ailleurs, et moi je pense que la hype est aussi un peu excessive là-dessus, mais pas comme tout film qui prend des ampleurs comme ça, je trouve que c'est trop intéressant et que le fait qu'il crée autant de discussions entre nous, pas plus tard que la semaine dernière, Mediapart y a dédié une des parties de son podcast L'Esprit Critique, et je trouvais qu'ils ont dit n'importe quoi dessus, alors que j'adore ce podcast les 3/4 du temps, et j'ai pas aimé du tout comment ils en ont parlé là, et je trouve ça trop bien en vrai que ce film nous cause de autant analyser précisément pourquoi on aime ou pas et qu'on puisse pas juste dire j'aime ou j'aime pas le truc est fait ou pas fait. Et du coup ça c'était le meilleur scénario original sur le meilleur scénario adapté pour une bataille après l'autre. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut quand même dire, c'est que Paul Thomas Anderson a visiblement énormément réécrit ce qui est donc c'est une adaptation de Vinland de Thomas Pynchon et en réalité c'est une adaptation quand même assez lointaine du déjà roman. le film
dit quelque chose de cohérent, donc c'est déjà une réadaptation très lointaine de Pynchon. Non mais c'est pas forcément une critique, moi j'adore Pynchon par ailleurs, mais de fait c'est linéaire, quoi. Il y a une histoire. C'est linéaire, ouais. C'est clair. Non mais c'est une folie. Franchement, pour le travail d'adaptation, rien que ça, déjà visiblement c'est une folie. Moi j'ai pas lu le bouquin, mais les gens qui l'ont lu disent que c'est une dinguerie d'adaptation. Pour le travail de scénario, juste d'avoir fait passer un film de 2h40, même question pour le montage, un film de 2h40 qui donne l'impression qu'il en fait 1h30, d'avoir réussi à créer autant de personnages. Il y en a certains qui sont moins écrits que d'autres, mais c'est surmérité. Enfin, Paul Thomas Anderson, c'est un super réel, c'est un excellent. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs scénaristes. Malade. C'est un des meilleurs scénaristes en activité. Et d'ailleurs, il est beau. Tu disais, il a une femme zinzin. Tu disais, il est bien habillé. On l'a vu quand il a bossé sur Napoléon de Ridley Scott, quoi. Pardon. Il a de l'argent. C'est normal. Il a 4 enfants qu'il faut qu'ils aillent à la fac. Encore plus nul, tu vois. Ah ouais, je pense que ça doit être il faut qu'ils aillent. C'est pour ça que moi j'écris pas. Tu disais plein de personnages et il se trouve que justement c'est aussi Bataille après l'autre qui a reçu le prix du meilleur casting parce qu'en plus ils sont tous très bien interprétés. C'est Cassandra Kulukundis. Ah non, c'est dur, c'est pas sympa là. Attends, j'ai pas vu son nom. Là mais... Redis-le. Franchement, c'est dur. Kulukundis. Ouais, Kulukundis. C'est bon, voilà. Bon voilà, c'était en face de Hamnet, Marty Suprême, l'agent secret et Sinners. Ce meilleur casting est assez mérité. Paul Thomas Anderson, c'était son premier Oscar après 14 nominations. Quand ils l'ont dit, j'étais genre, ouais, 14. Et après, quand il a gagné pour meilleur réal, il a dit merci beaucoup, vous faites taffer les gars pour l'avoir. Et je trouvais ça très mignon. Il faut le mériter. Tous ses discours étaient mi-rigolo, mi-mec de son âge et il est super. On l'annonçait tout à l'heure, meilleure actrice, c'est Amy Madigan pour le rôle de Gladys dans Évanouie, dont on avait d'ailleurs dit beaucoup bien, le film de Zach Krieger. Je pense qu'on est tous absolument ravis. Ouais, elle était en face de Ellie Fanning, de Inga Ipstotter Lineas, pardon. Tu vas continuer? Je vais, Wunmi Mosaku et Teyana Taylor. Merci. Qu'aurait pu gagner. Et Amy Madigan. Les deux dernières, j'aurais adoré qu'elle gagne. Ouais, grave. Et c'était pas une catégorie facile. Les deux dernières, c'était pour Sinners, c'est pour Une bataille après l'autre. Et globalement, il y avait un très très gros niveau. Et Amy Madigan, qui est une poupette Pro Max, déjà, il faut le dire. Et ensuite, pardon une poupette Pro Max. Et ensuite, quand elle a gagné, elle est mariée avec Ed Harris. Oui. Je vous invite à regarder comment il a réagi à sa victoire adorable. Ils sont ensemble depuis genre 40 ans. Oui. Et il faut sachez que je continue sur mes digressions de langage, et que quand Elia Kazan a eu son Oscar d'honneur il y a 30 ans, à peu près 40 ans, elle a refusé d'applaudir et elle a même croisé les bras, et la vidéo est iconique de elle qui fait la gueule pendant qu'il a son Oscar d'honneur, parmi beaucoup d'autres gens qui faisaient la gueule, puisque Elia Kazan a été malheureusement une des personnes à donner les noms pendant c'est un traître pour la chasse aux sorcières. C'est un peu plus qu'un, c'est à l'époque du macartisme en fait, où il a donné les noms des scénaristes qui étaient pro-communistes, en tout cas entre guillemets communistes. Il a donné plein de noms à cette époque pour continuer à taffer alors qu'il aurait pu taffer. En vrai, il y a beaucoup de raisons à penser qu'il l'a fait alors qu'il aurait pu ne pas le faire. Et donc quand il a eu son Oscar d'honneur quelques années, il n'y a jamais de bonne raison, de donner des noms. Ah non mais ça, à moins d'être vraiment sur la torche. Il y a des gens qui peuvent être plus mis à risque que d'autres. Lui, il était clairement en position où il aurait pu ne pas le faire et garder ses privilèges, et il l'a fait quand même. Donc il a été détesté pendant longtemps. Il a été réhabilité au moment de son Oscar d'honneur. Et Amy Madigan et Ed Harris, qui étaient déjà ensemble à ce moment-là, pendant toute la cérémonie, font la gueule. Et ils applaudissent pas, ils se lèvent pas pour lui. Et c'est une séquence que je trouve assez incroyable à regarder aujourd'hui. Et je suis très contente pour elle parce qu'elle est trop mignonne. Et moi, il y a quand même un truc oui, parce que c'est un film d'horreur. Mais je vais le voir. Tu vas le voir. Mais il y a un truc que je trouve assez chouette, c'est que, alors, bon, c'est un spoiler. En même temps, le film est sorti il y a tellement longtemps, il y a eu son visage partout. C'est que elle est récompensée pour un vrai rôle de vilaine, enfin vraiment un rôle de sorcière. Et ça, c'est quand même assez chouette aussi, je trouve. Ah ouais, clairement. Meilleur acteur dans le second rôle, on est tous absolument ravis. C'est Sean Penn pour le rôle du colonel Steven J. Lockjaw dans Une bataille après l'autre. Il est en face de Benicio del Toro, de Jacob Elordi, de Delroy Lindo et de Stellan Skarsgård. Mais on est vraiment trop contents. Mais surtout, enfin pareil, catégorie difficile, parce que Benicio del Toro aussi dans Une bataille après l'autre, c'est super. Il aurait aussi mérité. Et Delroy Lindo dans Sinners, il est super aussi. Donc c'est bon. Mais en vrai, même Stellan Skarsgård, il est toujours exceptionnel, même si on n'aime pas. Non, mais je veux dire, c'était une catégorie difficile. Et c'est nouveau un rôle de méchant, et de méchant assez, entre guillemets, je dis ça avec, j'ai adoré le film et j'adore son rôle, mais caricatural dans le sens où un vrai gros méchant cartoon. Et moi, ça aurait été mon petit préf
dans l'équipe quand même. Donc Bien sûr, moi je suis trop contente. Et quand même giga classe, mentionnons le fait qu'il est quand même pas venu pour aller rencontrer Volodymyr Zelensky. Et ça, c'est quand même un peu stylé. Apparemment, il va aller sur la ligne de front. Il a été annoncé. Après, j'entends ça tous les mois. Donc, mais vous savez quoi, c'est le BHL américain. Non, je dire exactement la même chose. Focus Sean Penn. Je crois Focus BHL. Il est complètement cinglé. Je suis trop chaud pour rencontrer Sean Penn. Je pense que c'est une vraie bonne idée. Parce que cet homme a une vie et une carrière zinzin. Oui. Déjà, il était avec Madonna. Bon, passons. Et on va passer 3 heures dessus. Il a tiré sur l'hélicoptère qui venait filmer son mariage avec Madonna. Voilà. Meilleure actrice, c'est Jessie Buckley pour le rôle de Agnès Shakespeare dans Hamnet. En face, il y avait Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve et Emma Stone. C'était bizarrement la catégorie la plus boring de l'année. Alors même que chaque année, c'est la seule catégorie que tout le monde attend, c'est celle de meilleure actrice. Et là, cette année, déjà Kate Hudson fou rire. Mais tu as vu sur un air de blues? Non. Qui il est pas sorti encore. Bien sûr que si, les gars, il est sorti. Il est sorti en France en fin d'année. Sérieux? Il a fait 2 entrées. Wow. Et même aux États-Unis, c'est un faux film. C'est un film de ah oui, ouais, t'as raison. C'est un film c'est une ligne fiscale. Je me souviens même pas de ce truc. Il s'appelait autre chose en français, une chanson quelque chose. Non, sur un air de blues et c'est Song Blue en anglais. Non, vraiment, et effectivement, alors tu vois, il a dû sortir au moment de l'année. On parle de gens qui font qui veulent faire des cover bands de Neil Diamond, si tu veux. On est dans des délires quand même très ricains chelous qui vont vraiment intéresser personne. Boring globalement, on n'a pas grand chose à en dire sur ce. Bon, on est content, j'imagine, pour Jessie Buckley, mais le rôle et le film. Qui est une super actrice quand même. Oui, bien sûr. Rôle à Oscar, quoi. Et on est content pour Emma Stone qui était assise à côté de la mère de Michael B. Jordan. Donc quand il a gagné, tu vas y venir, ils arrêtaient pas de. En fait, ils montraient la maman dans le public et du coup, elle était assise à côté d'Emma Stone qui avait l'air d'être le daron de Michael B. Jordan. Sachant qu'il y a 10 ans, quand elle était là pour La La Land, elle était assise à côté du mari de Viola Davis. Et quand Viola Davis a gagné, on aurait dit qu'elle était la fille de Viola Davis parce qu'ils arrêtaient pas de. Pareil, ils la montraient elle dans le public. Et c'est drôle. Et on adore Emma Stone rien que pour ça. Meilleur acteur, c'est Michael B. Jordan pour Sinners, évidemment. On mérité, hein. Je pense que tout le monde a suivi effectivement tous les trucs autour de Timothée Chalamet qui était lui-même je vous invite à regarder sa réaction. Voilà sa réaction. Essaye de qualifier. Si Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke et Wagner Moura. Je sais qu'il y avait des gens qui hyper dur. C'est hyper dur. Enfin, tu manges Wagner Moura. Moi j'aurais donné à Wagner Moura. Franchement, je trouve que c'est celui qui a. Il est génial dans le film. Le rôle dans l'agent secret et en même temps du coup le. Il a déjà gagné le prix à Cannes déjà. Ouais. Mais il est génial dans le film. Franchement, c'est un truc d'équilibre aussi. Sinners devait le prendre parce que une bataille à Prix a tellement pris d'autres trucs. Leonardo DiCaprio. Moi, ça s'est fait au détriment de Timothée Chalamet, donc. T'es content? J'adore qu'il y ait une hate maintenant de Timothée Chalamet. Moi, Timothée Chalamet, je déteste juste le personnage public, tout ce qu'il dit mérite. Oui, mais tout mérite, l'accent pourri, le faux supporterisme de la Saint-Etienne, il faut que ça s'arrête. Enfin, je veux dire. Wow. Après, je vais dire un truc que vous m'entendrez jamais dire. Il faut séparer l'homme de l'artiste dans ce genre de cas. Non, mais parce que c'est vrai, parce que pour le coup, c'est pas un connard dans la vie. Enfin, c'est juste. Si vous n'êtes pas des criminels. Voilà, si vous n'êtes pas des criminels, moi, je sépare et que vous dites pas des choses répréhensibles. Là, pour le coup, Timothée Chalamet, je peux comprendre qu'il agace, mais je trouve qu'il est exceptionnel dans Marty Supreme. Oui. Je trouve Wagner Moura exceptionnel. Je les trouve tous vraiment géniaux. Même Ethan Hawke, c'est l'amour de ma vie. Mais c'est pas son meilleur rôle, Blue Moon. À la rigueur, c'est peut-être celui qui mérite le moins dans l'équipe. Mais est-ce que c'est le meilleur rôle de Michael B. Jordan d'être les deux personnages de Sinners? Oui. En termes techniques, je pense quand même que c'est beaucoup de taf parce que je trouve qu'il arrive à leur donner chacun une petite différence et tout qui est vraiment assez cool. Non, franchement, à mon avis, en termes de taf d'acting, c'est solide. Hein. Et je pense qu'il faut devenir iconique aussi ces personnages. Oui, possible. Oui, possible. Ça va rester. Qui sont des purs personnages. Il les campe quand même d'une certaine manière. Et puis DiCaprio, c'est trop chiant qu'il ait pas fait de campagne parce que son rôle dedans, en fait, dans DiCaprio, après l'autre, il est super. Non, mais ce mec n'a jamais fait. Il a genre peut-être deux mauvais films dans toute sa carrière. Il fait que des rôles à chaque fois où tu te dis ah bah oui, mais c'est DiCaprio, c'est normal. Alors que ce qu'il fait est tout à fait d'accord. Faut pas banaliser en fait le. Bah c'est ça. Et là encore, séparons l'homme de l'artiste MDR parce que DiCaprio humainement, voilà. Mais c'est quelqu'un qui quand tu vas le voir, tu y crois que c'est un daron loser ex-révolutionnaire de pacotille avec une fille racisée. Et il sait pas trop comment gérer ça. Alors qu'il y a pas plus loin de DiCaprio que ça. Ouais. Et il est fou dedans. Dans la vraie vie, il la date cette fille. Bah exactement. Dans la vraie vie, c'est plus Vincent Cassel. Après, de choses moi je trouve que typiquement, en fait, en voyant le film, ça m'avait gêné qu'en fait autant de temps soit passé sur lui, alors que je trouve que globalement la première séquence d'une bataille à plat m'intéresse plus. Et par ailleurs, je trouve qu'il se fait bouffer dans la deuxième partie du film par tous les seconds rôles justement. C'est-à-dire que toutes les scènes où il est avec Benicio non mais même en termes d'acting, d'écriture, de tout. Je pense qu'en termes de performance, je trouve que il est très bon, c'est pas la question, mais c'est juste que les autres sont tellement bons. C'est que Benicio del Toro, il est tellement incroyable dans toutes les séquences où il est que du coup j'ai du mal à. Je trouve que personnage, je le trouve faible et je trouve qu'il est pas. Ça me surprend pas que DiCaprio l'ait pas emporté. Ça, Valentin.
Non, mais je pense vraiment, mais je sais que le personnage il est écrit pour être un peu nul. Que d'habitude, quoi. Enfin, de fait, je trouve qu'il voilà, il a pas cette résonance-là et que il a déjà été beaucoup récompensé. Je suis pas surpris qu'il le soit pas pour ça. Mais tu vois, même ce que tu dis, Infinity qui est super dans le rôle de sa fille et tout. Enfin, oui, notamment. Mais tu vois là, tu dis c'est pas un rôle à Oscar. Et ben c'est là où je trouve ça très dommage parce que justement, DiCaprio ne fait plus depuis The Revenant et thank God parce que quand il a fait The Revenant, quel enfer ce film. Enfin, à titre personnel. Mais je suis d'accord, mais Félix adore. Moi aussi, j'aime plutôt bien. Mais en fait, le truc c'est que tu vois là, c'est un rôle à Oscar ce qu'il a fait et c'est peut-être son rôle le moins intéressant. Il a trempé dans la boue pour l'avoir. Mais voilà, et alors qu'après ça, tu vois les trucs qu'il nous propose à part Don't Look Up qui je trouve est un mauvais film, mais les trucs comme dans Once Upon a Time in Hollywood ou dans Killers of the Flower Moon qui est son dernier rôle en date, qui est une folie. En fait, il propose des choses qui ne sont plus des rôles traditionnellement qu'on veut voir, qu'on récompense aux Oscars, alors que et il fait des choses qui sont soit subtiles, soit très très pied dans le plat, là comme là dans Une bataille après l'autre, qui je trouve sont tellement plus intéressantes et je suis hyper contente de le voir faire des choses comme ça. Puis là, il était beau aux Oscars, ce qui m'a choqué, moi la première, avec une moustache. Super. Et qu'il a volé à Pedro Pascal. Ah ouais. Va falloir lui rendre par contre parce que ça va falloir lui rendre assez rapidement. Et donc meilleur réalisateur et meilleur film, c'est Une bataille après l'autre. Donc Paul Thomas Anderson, réalisateur de Une bataille après l'autre et le film. Donc il a les deux prix un peu entre guillemets suprêmes. En meilleur réalisateur, il était en face de Chloé Zhao pour Hamnet, de Josh Safdie pour Marty Suprême, de Joachim Trier pour Valeurs sentimentales et de Ryan Coogler pour Sinners. Et Une bataille après l'autre a remporté donc le prix du meilleur film en face de Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, L'agent secret, Valeurs sentimentales, Sinners et Train Dreams. C'était quand même une belle année. Train Dreams, film dont j'ai absolument pas entendu parler. Sorti sur Netflix, c'est ça. Ouais, bah écoute. Qui apparemment est super, les gens comparent ça à je crois, Terrence Malick. Oui, Terrence Malick, j'ai vu ça aussi. Okay. Mais très curieux de voir en fait ce que va faire Paul Thomas Anderson après tout ça, parce que je pense que ces Oscars, mine de rien, vont peut-être lui ouvrir encore plus de portes dans l'industrie. Donc du coup, est-ce qu'il va encore viser l'espèce de gros film à Oscar comme Une bataille après l'autre, ou est-ce qu'il va repartir sur ses délires un peu plus indé solo? On va voir. Il est déjà attaché à un projet, mais c'est de la spéculation qui serait écrit par Noah Baumbach. Ouais, j'ai vu ça. J'espère que c'est pas vrai, mais ça dépend. Parce que Noah Baumbach, s'il refait des trucs intéressants et indé avec des gens qui le cadrent et pas juste des conneries sur Netflix. Mais on parlait de Pitié, sa force c'est aussi d'écrire et de réaliser, parce que je pense qu'il écrit pour ses images et du coup je pense que. Et l'ambiguïté de l'écriture, moi j'ai toujours cette de flottement, de tu sais jamais dans quel genre t'es. Baumbach, c'est vrai que ça paraît très identifié, mais plus cadré, sur le papier, je sais pas si c'est, mais étrange. Bon. Après, en vrai, la vérité, c'est que je trouve que d'un point de vue américain, je pense que c'est une consécration pour lui. D'un point de vue européen, le fait est que j'ai l'impression que à chaque fois qu'il fait un truc, c'est un banger depuis un certain temps. Donc, qu'il ait gagné un Oscar ou pas. En tout cas, franchement, ça changera pas énormément. Parce que tu vois, Licorice Pizza, ça a eu une espèce de grosse influence critique. C'était dans tous les tops. Enfin, je veux dire, alors que bon, c'était un film beaucoup plus mineur, je pense, aux États-Unis, par exemple, ça a beaucoup moins marqué. Peut-être que maintenant, parce qu'il va rarement en festival, en vérité, peut-être qu'il va tenter une Palme d'Or. Peut-être, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est le genre de ce qui l'intéresse, mais. Il a déjà gagné la meilleure réal, je sais pas. Je pense qu'à mon avis. Ah ouais? Punch Drunk Love, je crois que c'était meilleur réal, si je dis pas de bêtises. Ah putain, oui, c'est vrai. Je crois qu'il c'est un des seuls qui a gagné les 4 prix de réalisation, l'Oscar, la Palme, l'Ours à Berlin et potentiellement Venise. Qu'il se fasse kiffer, qu'il nous fasse un Sharknado. Ah ouais. Mais ce serait super si l'on faisait, je pense. Je pense que ce serait super. En tout cas, on était ravis. Parce que le concept est génial. C'est une tornade avec des requins, les gars. Bah ouais, c'est un des meilleurs concepts jamais écrits. Bon, de toute façon, on était trop contents. C'était notre numéro 1, nous aussi, de l'année. Donc finalement, à part Valeurs sentimentales, on disait, on est globalement plutôt satisfait des prix cette année. Et on quitte maintenant le terrain du cinéma pour s'aventurer celui des séries. On va parler de Love Story, la nouvelle série d'anthologie de Ryan Murphy. Donc la première saison de Love Story, qui sera une série d'anthologie, retrace l'histoire d'amour tumultueuse entre John F. Kennedy Jr., chouchou de l'Amérique, et Caroline Bessette, jeune cadre dans le milieu de la mode. Leur relation électrique se fragilise peu à peu sous les regards incessants et le voyeurisme des médias, transformant leur vie privée en obsession nationale. Rita, tu as beaucoup milité pour qu'on parle de Love Story dans la perche. Oui, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un point Cillian Murphy, pas du tout, Ryan Murphy.
et ces séries qui sont souvent diaboliques, parfois bien, parfois mal, mais souvent diaboliques quand même. Ouais. Et aussi parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose dans le voyeurisme. Saison 3 dont j'avais parlé la dernière. Exactement, et entre-temps, il y a eu un truc avec les Kardashians. Oui. Après, il en sort 4 par an. Donc oui, mais parce que des fois, il est producteur, des fois, il est scénariste, des fois, il est showrunner, des fois, il est un peu le tout à la fois. Là, je crois qu'il est seulement producteur, c'est une série originale créée par quelqu'un d'autre. Alors, ils sont 2 en fait à la création, et il est quand même cité à la création. Il est cité à la création parce que son projet initialement, ça s'appelait American Love Story, dans la lignée de American Horror Story et American Crime Story, et ça serait de parler de grandes histoires d'amour américaines qui ont marqué les siècles parce que telle ou telle raison. Finalement, maintenant, ça s'appelle Love Story : JFK Jr. et Caroline Bessette, ce qui est un titre mais impossible à vendre sur les marchés internationaux en plus, surtout quand personne ne sait qui est Caroline Bessette en dehors des États-Unis. Donc j'allais juste dire que c'est co-créé par Connor Hines. Voilà, et c'est lui qui a écrit la plupart des épisodes et il les réalise pas, mais visiblement c'est lui la tête pensante vraiment derrière la série. Ryan Murphy amène ce qu'il amène habituellement, à savoir le côté glossy, le côté en fait c'est une série palpable avec des décors et des costumes et une photographie pour le coup exceptionnel, et je vais revenir dans mes points positifs dessus, mais surtout je voulais absolument l'aborder du point de vue du voyeurisme, parce que c'est une série sur le voyeurisme et sur la vie privée qui disparaît, puisque c'est une série donc sur le fils de John Fitzgerald Kennedy, président américain qui a été assassiné. Le fils de Kennedy, alors est-ce que c'est un spoiler ou pas, ça se débat, et c'est justement mais c'est justement parmi les questions de la série, je trouve, parce que je la regarde avec quelqu'un qui n'est même pas au courant qu'à la fin ils vont mourir. Oui, en France c'est spoiler. En France c'est spoiler, mais en même temps c'est difficile parce que c'est quand même dans le projet de la série, c'est écrit le couple tragique. Bon, en tout cas, donc ils vont mourir à la fin tragiquement, mais bon, si vous savez pas pourquoi, et en même temps c'est horrible de spoiler dès l'intro. Hein. Et puis dire que tu vas spoiler la mort de gens qui existent vraiment. Je sais pas si c'est que générationnel, hein, parce que mes parents ils savent pas qui c'est, je pense. En France, on en avait beaucoup parlé quand même à l'époque. Mais... En tout cas, est-ce que c'est devenu un fait divers, est-ce que quoi, mais en tout cas, la série veut traiter de ce couple par le prisme de les paparazzis ont gâché leur vie pour beaucoup, en grande partie plutôt, et en même temps nous place nous-mêmes les spectateuristes du point de vue à la fois des paparazzis, à la fois de la petite mouche qui traîne collée sur le mur et qui entend des choses qu'on n'est pas censé entendre. C'est pas une expression française. Non, mais on la regarde. C'est la petite souris, je crois. La petite souris. C'est chaud qu'on invente cette expression. Fly on the wall. Fly on the wall, c'est juste, j'ai fait un anglicisme désastreux, mais je voulais dire la petite souris qui est là et qui entend les choses qu'on n'est pas censé entendre. Et la série crée un flou et l'entretien exprès entre ce qui relèverait de la réalité rapportée, donc des photos qui existent vraiment, de discours et de conversations qui ont été tenues en public, et ce qui relève de l'invention pure, parce que c'est des choses qu'ils ont écrites et qui sont scénarisées, mais ils entretiennent ce flou haïtien, et ça a créé des réactions très violentes de Jack Schlossberg, qui est donc le neveu de JFK Jr., le petit-fils de Kennedy, des réactions aussi de la part en fait de l'ex de JFK Jr., qui est l'actrice Daryl Hannah, qui était notamment Kill Bill, parce que en fait dans la série elle est montrée comme une zinzin, et alors qu'elle réfute ce qui s'est, elle a fait une tribune dans le New York Times pour dire comment est-ce que Ryan Murphy continue à s'en sortir avec ses conneries. Et je crois que c'est vraiment le titre de l'article, quoi. Et ça, en tout cas, c'est une grosse différence aussi entre la France et les États-Unis sur la manière dont tu peux fictionnaliser des vies. Bon, alors c'est introduit, mais le problème c'est que justement, qu'est-ce qui relève du fait divers ou pas, parce qu'en France, tu peux, il me semble, quand c'est un fait divers et quand c'est rentré dans l'espace public, et sauf que là, c'est la vie de gens, mais en même temps, c'est devenu un fait divers. Donc voilà, la série à la fois met en question toutes ces choses-là, et comment est-ce que la vie des gens, parce qu'ils deviennent connus, semble appartenir à tout le monde, et qu'est-ce que ça peut être injuste, qu'est-ce que ça implique, et qu'est-ce que ça veut dire aussi, parce que JFK Jr. avait prédit une forme de mélange entre la politique et les médias aux États-Unis à une époque où c'était déjà un peu le cas, mais où il a vraiment été très prescient là-dessus, et qui a essayé de le tourner d'un point de vue peut-être plus démocrate. Je parle du Parti démocrate américain, pas démocrate genre démocratique, plutôt qu'aujourd'hui où c'est vraiment possédé par les républicains aux États-Unis, et a fortiori les républicains d'extrême droite, et donc il y a vraiment, tu vois un mec essayer de se débattre avec quelque chose qui n'existe pas encore, qui a un lien avec comment la série parle de lui, et qui a un lien aussi avec comment nous on la reçoit aujourd'hui. Donc je trouve que c'est plein de sujets passionnants que j'adore décortiquer. Et pour autant, je tombe moi-même dans le fait d'aimer regarder cette série exclusivement parce que ça se passe à New York dans les années 90, c'est filmé comme Sex and the City, c'est sexy, ils ont une alchimie de bâtard, les deux actrices, Sarah Pidgeon et j'ai oublié le nom de l'acteur masculin, excusez-moi, mais qui, lui, c'est son premier rôle ever dans quoi que ce soit de fiction. Effectivement. Elle a fait quelques petites choses, mais c'est son premier rôle principal, il me semble. Ils ont une alchimie que j'ai rarement vue ces dernières années. Du coup, c'est Sarah Pidgeon et Anthony Kelly. Paul Anthony Kelly, voilà. Et qu'ils ont eu du mal à trouver parce que visiblement, tous les jeunes acteurs de sa génération n'ont plus de poils.
et il leur fallait un mec qui a des poils sur le torse. Et il pouvait pas lui mettre des faux poils. Non mais je veux dire, c'est pas si compliqué. Ça rentrait pas dans le budget. C'est un peu relou. C'est pas si compliqué de mettre des et je reviendrai sur ça parce que sur le torse d'un acteur. Je monologue et je m'en excuse, mais tout ça pour dire que en fait ils sont extrêmement sexy tous les deux. La première partie de la série c'est une espèce de rom-com où ils sont parfois agaçants mais ils ont un truc très attractif qui fait que t'as envie de revenir. Et la deuxième partie c'est une histoire d'horreur plutôt sur comment est-ce que ça tourne mal et pourquoi est-ce que il a gâché sa vie à elle. En vérité pour moi c'est ça aussi le sujet. C'est une série un peu qui explique qu'est-ce que ça peut être d'abandonner sa vie, sa carrière, tout ce qu'on peut avoir d'aspiration parce que pour un homme en pensant que ça va se passer bien alors que tout montrait que ça allait se passer mal. Quelle erreur. Mais c'est trop intéressant comment c'est montré parce qu'elle est super. Elle fait partie des femmes qu'au début tu dis elle pourrait pas tomber dedans et je trouve que c'est génial de montrer ça comme ça. Pour autant, est-ce que c'est une bonne série ? Non. Alors en vrai, tout ce que je viens de vous dire, c'est une mauvaise série qui est un peu mal écrite et qui est super soap et c'est hyper ok. Mais c'est un plaisir coupable en fait. Mais moi j'aime pas cette notion-là. Je pense que c'est une série qui a de très bonnes choses à analyser, elle est super kiffante, mais c'est pas une bonne série et c'est même plutôt mauvais qu'elle ait été produite. Quand je dis plaisir coupable, justement, c'est un plaisir mêlé de culpabilité au sens vraiment premier. Oui, c'est vrai, la culpabilité. Donc que tu regardes en sachant que tu la regardes potentiellement pour des mauvaises raisons. Totalement. C'est là je l'entendais parce que sinon Et ça a recréé des trends où tout le monde est en mode parce que Caroline Bessette Kennedy c'est CBK comme on l'appelle, c'est une meuf que tout le monde voulait émuler son style, tout le monde voulait ressembler à elle dans les années 90, encore pire aujourd'hui. Tout TikTok maintenant, il y a que des trucs sur la chanson American Love de Frank Ocean qui est une reprise de on s'en fout mais qui parle dedans des Kennedy. Tout le monde, moi-même je suis en train de lire une biographie sur JFK parce que je suis retombée dans cette obsession là. C'est en fait je sens que c'est un truc voyeuriste bizarre et que s'ils avaient fait la même série mais sur des gens qui n'existent pas, ça aurait pas donné ça. Toute la carrière de Ryan Murphy repose là-dessus. Sauf que moi je tombe pas dans ces trucs Monsters, non mais parce que toi t'es moins trop crime. Voilà. Alban il a regardé 2 saisons de Monsters. Voilà. Vrai, et il va mal en ce moment. Et avec gourmandise. Donc, qu'en est-il de cette nouvelle série de Ryan Murphy ? Alors moi, pour commencer, j'ai pas vu la deuxième partie comme tu l'expliquais, Rita. J'ai vu que les 3 premiers épisodes, donc j'ai vu que la partie rom-com, on va dire. Et je suis assez d'accord avec toi, Rita. Enfin, moi, j'ai pas vu pour l'instant le moment où ça traite, on va dire frontalement, de sujets importants. On voit bien qu'il tourne un petit peu autour au sujet de justement des médias, de la politique, où il essaye de lancer son journal, mais je vois plus quelqu'un qui essaie de chercher un peu grossièrement en fait pour ajouter une sorte de trajectoire à ce personnage plutôt qu'autre chose, en tout cas pour l'instant dans les 3 premiers épisodes. Ensuite, effectivement, moi aussi j'ai pris un plaisir un peu coupable à regarder cette série parce qu'effectivement ils sont très beaux et je suis d'accord avec toi, c'est bien casté, il y a une vraie alchimie entre les deux personnages. Je trouve que c'est assez le casting est convaincant. Après ils en font des caisses, vraiment ça en fait des caisses. Tu vois, c'est une scène à la fin de l'épisode 3 où en gros elle prend sa main, elle la met sur son cœur pour qu'il se calme. Enfin en vrai tu te dis wow, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Dans les poils du coup. Non, sous le t-shirt, parce qu'en fait c'est quand même une série relativement. Oui, il y a pas de cul. Il y a pas de cul, c'est une série assez timide, assez chaste. Il y a de la tension, il y a une tension sexuelle qui est assez c'est palpable entre deux. Quand ils sont dans la même pièce, je trouve que c'est quand même assez. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a une petite étincelle qui se passe. Ensuite, moi, ce qui m'a le plus dérangé dans cette série, en tout cas pour les 3 premiers épisodes, c'est l'absence de nuances des personnages. C'est-à-dire que le personnage est écrit dans le pilote et a priori il ne bougera pas, c'est-à-dire qu'effectivement son ex-copine qui, enfin je serais à sa place, je me plaindrais aussi, est vraiment une gogole qui pense qu'à elle-même et qui fait n'importe quoi. Lui c'est un mec beau gosse mais tu vois c'est quand même le fils de Kennedy donc forcément, mais en même temps c'est un gars gentil et jamais on montre une once de méchanceté dans ce personnage-là. Et elle c'est quelqu'un en fait qui par son intelligence et par le fait qu'elle ose arrive à se frayer un chemin alors qu'on sent bien qu'elle a une sorte de backstory un peu douloureuse. Et je trouve que c'est vraiment dommage de pas mettre de relief dans ces personnages-là parce que du coup tu t'ennuies et tu regardes uniquement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire ok ils sont beaux et c'est un peu cool parce que c'est le New York des années 90 et qu'il y a plein de rêves et que c'est intéressant à ce niveau-là, mais sinon tu t'ennuies un peu et je pense pas que ça soit une série que je conseille. Et même si on s'intéresse, moi je ne connaissais absolument pas toute cette histoire du fils Kennedy, etc. Et je trouve que voilà, j'ai pas forcément envie de m'y intéresser plus que ça malgré cette série. Le seul personnage que je trouve intéressant, non mais t'as dit en plus j'étais retombé dedans, c'est-à-dire que t'étais déjà tombé dedans. Tu sais c'est pire que ça parce que pendant des années j'ai évité cette obsession parce que je savais que si un jour je rentrais dans le délire Kennedy, j'allais me perdre dedans. Donc ça fait des années que dès qu'il y a un truc dessus, je suis en mode non je regarde pas. Ouais, et là c'est terminé. Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète du coup? Non mais c'est comme Pop aussi il y a 5 ans, vous inquiétez pas, ça va prendre son temps et ça repartira. C'est jamais reparti Pop aussi. Pardon, elle va juste les enchaîner, il y en aura de plus en plus. C'est... Quoi?
Bah j'allais continuer, mais c'est pas grave. C'était une mini parenthèse, on t'écoute. Non, ce que je voulais préciser, c'était qu'il y a un personnage que j'aime bien, qui est Jackie Kennedy. Enfin, je trouve que le personnage est intéressant. Je trouve qu'il est super bien interprété et j'ai un trou là sur Naomi Watts, ouais. Et je trouve que voilà, c'est un personnage intéressant du début de la série, en tout cas, forcément. Et je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas un peu plus creusé, ou en tout cas écrit les personnages comme ils ont écrit le sien. Et je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur le, ouais, donner du relief à ces personnages et essayer de leur dessiner une trajectoire qui soit intéressante pour le spectateur. Je pense reste pour au moins un épisode de plus parce que c'est pile à l'épisode 3 qu'ils arrêtent la rom-com justement parce que moi c'est exactement là que j'ai commencé à être agacée parce que autant je peux regarder 8 épisodes de rom-com autant en fait pour moi c'est surtout elle qui est parfaite et je garde ce défaut pour la suite de la série où ils en font un ange en fait et en fait je pense que c'est parce qu'ils ont eu peur de salir un personnage dont on ne sait rien parce que dans la vraie vie elle évitait toutes les interviews on n'a jamais su qui c'était CBK et c'est très bien comme ça en vrai mais du coup au lieu d'inventer quelque chose ils ont gardé l'idée qu'elle est parfaite et que à aucun moment elle voulait être avec lui parce que c'était JFK Jr. et que c'est pour ça qu'elle lui a plu mais dans la vraie vie toujours toutes les choses sont plus compliquées que ça et je pense que je suis hyper d'accord avec tout ce que tu viens de dire quoi c'est ils en ont fait des anges parce qu'ils sont morts et à ce moment-là fallait s'intéresser à des personnages qui n'ont pas vraiment existé s'ils avaient peur de salir cela quoi. Oui non mais c'est sûr bah du coup tu prends aucun risque et en fait il y a un problème enfin oui il y a un problème de positionnement en fait par rapport pas vraiment au personnage mais à ce qui représentait ce qui représente encore aujourd'hui et l'influence que ce couple a eu sur les États-Unis en tout cas. Et t'aimes la musique ? En vrai, j'ai pas vraiment souvenir d'un morceau qui me marquait. Est-ce que tu vas aller au bout ? Franchement, je pense pas. Et en même temps, j'ai pas envie non plus de décourager les gens à ne pas y aller. Non, mais Rita les a encouragés. Non, mais c'est pas quelque chose que je ne déteste pas la série. Je dirais pas c'est un scandale, mais c'est pas pour moi, quoi. Voilà. C'est pas pour toi, c'est pour Rita. Bon, en tout cas, si vous voulez découvrir cette première saison de Love Story, c'est une série FX, donc elle est disponible en France sur Disney+. Et on enchaîne tout de suite avec les recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Dans les recos cette semaine de la perche, Laurent, tu nous parles avec beaucoup de retard, on doit le dire, de la série Game of Thrones, The Night of the Seven Kingdoms. Ouais, c'est un peu honteux parce que en fait, je l'ai pas encore regardé, tout le monde en a. Enfin, ça c'est une grosse série, c'est une relativement grosse série. Tout le monde en dit du bien et nous on arrive vraiment après la bataille. Mais du coup, je voulais quand même qu'on en parle un petit peu pour dire que c'était quand même vraiment bien et que ça fait plaisir de voir que. En fait, quand on a des grosses IP et qu'on essaye de faire des spin-offs, si on prend la peine d'essayer de faire quelque chose de vraiment différent et de vraiment qui va réussir à prendre du recul par rapport à ce qu'est l'univers original, et ben ça peut être vraiment bien et là c'est le cas parce qu'en fait on suit les histoires de Dunk, une espèce de chevalier errant qui débarque un peu comme ça de nulle part dans un tournoi pour essayer de vivre sa vie de chevalier errant et de à quel point c'est difficile d'être un chevalier errant quand on est vraiment un semi-clodo et qu'on n'a pas de thunes et qu'on est censé vivre comme un chevalier sauf qu'on a à peine l'argent de se payer une armure et encore moins des chevaux. Donc il y a tout un sujet en fait de cette espèce de quotidienneté autour du fait d'être un chevalier qui est vraiment marrant. Il y a des bonnes vannes, voire des très bonnes vannes. C'est beaucoup plus drôle que les autres séries Game of Thrones. C'est vraiment une série comique, c'est vraiment de la comédie. C'est des épisodes de 30 minutes, donc c'est-à-dire que ça rentre dans un format traditionnel qu'on appelle le format de sitcom, donc c'est-à-dire que c'est vraiment une volonté de faire de la comédie avec un rythme de comédie, sans transiger sur la production value, parce que y a quand même des décors et tout, il y a quand même de la thune, et que la série est habituée et que ça fait vraiment plaisir. Mais si je dis pas de bêtises, on voyage, parce que moi je l'ai pas encore regardé, mais j'ai cru comprendre qu'on voyageait vachement moins que dans les autres séries. On voyage assez peu, ça reste autour quand même du dans tournoi, un truc, donc c'est que ça doit quand même être moins cher. C'est parce que c'est 6 épisodes de 30 minutes, donc en fait la réalité c'est un long film quoi, découpé en épisodes. Et donc c'est bien fait avec je pense une vraie volonté de mettre en scène ce côté un peu fun et un peu marrant qui est pas du tout le cas dans la série originelle. L'acteur principal dont j'ai oublié le nom est super. Tous les acteurs secondaires franchement jouent tous vachement bien. Il s'appelle Peter Clafey et il y a du coup avec lui le gamin. Dexter Ansel qui joue qui joue un petit rôle de gamin, donc dont je ne vais pas dire. Pas trop. Ne disons pas trop parce qu'il y a tout un twist autour de lui. Et ben franchement très très bonne série, très sympa. Franchement bravo. Faut y aller. Et ben bravo, faut y aller si vous l'avez pas encore regardé. Et pour terminer l'émission, carte blanche à Félix qui va nous parler des pirates de l'industrie du blockbuster. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour.
J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Alors Félix, c'est qui ces pirates de l'industrie du blockbuster ? Je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez-vous, on est le 26 juin 2007 et vous êtes un grand fan de science-fiction un peu geek. Comme tout le monde, vous attendez à la sortie du blockbuster estival de l'époque, Transformers de Michael Bay. Sauf qu'en zonant dans un vidéo futur, dans le rayon dernière sortie, vous tombez nez à nez avec ce qui semble être la jaquette du film. Exalté de votre trouvaille, vous vous empressez de la ramener chez vous. Vous allumez le lecteur DVD, vous insérez le disque, écran noir, le film commence. Puis votre visage commence lentement à se décomposer face à l'immense médiocrité qui s'anime devant vos yeux consternés. Effets spéciaux catastrophiques, acteurs en roue libre totale, intrigue plagiée sur une version Chine de Matrix Révolution, on dirait la version porno de Transformers mais sans les scènes de cul. Foudrage, vous saisissez de la jaquette du DVD pour l'observer plus en détail. Tout est cheap et c'est clairement pas Shia LaBeouf sur la couverture. Surtout, vous relisez une deuxième fois le titre et vous vous rendez compte de la supercherie, vous venez de louer Transmorphers. Ça, c'est un cas de mockbuster. C'est un film produit pour 15 fois moins cher qui vampirise un blockbuster dont il reprend grossièrement le titre et l'affiche et qui sort quelques jours avant la sortie officielle piégeant les plus inattentifs. Forrest Gump devient Forrest Hump, Ratatouille devient Ratanouille, 40 ans toujours plus haut devient 18 ans toujours plus haut, c'est quand même vraiment pas le même film. Le Titanic ressort de l'eau et ça donne Titanic 2 et mon préféré Wall-E devient Fred 1 parce que pourquoi pas. Ça n'a rien à voir. Les spécialistes encore en activité dans ce domaine, c'est la société de production allemande Dingo Pictures et la société américaine The Asylum qui est également derrière la célèbre saga Sharknado. Et là, vous devez vous dire, mais c'est légal tout ce bordel ? Eh bah ouais, aussi fou que ça puisse paraître, le mockbuster s'appuie sur une zone grise de la justice. Le droit d'auteur ne protège pas réellement les idées, mais les œuvres. Un film avec des robots géants qui se transforment n'est pas protégé en soi. Et comme ce n'est pas tout à fait le même titre, ça rend Transmorphers difficilement attaquable également. Après bon, les gros studios s'y frottent quand même. The Asylum a été beaucoup attaqué en procès, mais a souvent gagné du coup tous ses procès. Et c'est pour ça que j'ai titré ma carte blanche de cette manière. C'est vraiment les pirates de l'industrie du blockbuster. C'est des producteurs qui guettent les calendriers des sorties pour fabriquer des guet-apens et sucer le sang de l'industrie au détriment des spectateurs. Mais en réalité, ce n'est pas un marché très prospère. Les mockbusters rentrent tout juste dans leurs frais ou au maximum doublent leur budget pour les plus chanceux. Surtout, ils finissent aujourd'hui quasiment tous sur YouTube. Alors pourquoi on continue à en produire ? Pour répondre à cette question, il faut remonter en 1954 et à un film devenu une petite blague récurrente ici à la Perche, La créature du lagon noir, réalisé par Jack Arnold. Oui. Le film a été un gros succès au box-office, en grande partie grâce au costume iconique du monstre créé par Jack Kevan. Sauf qu'au générique de fin, le nom de Kevan est introuvable. Il a été complètement effacé par une industrie qui s'est réapproprié son travail pour faire beaucoup d'argent sur son dos. Et il n'est pas le seul. Wayne Berwick, un dialoguiste de l'ombre, s'est également fait retirer moult crédits par les studios. Kevan et Berwick vont donc s'associer pour créer Van Wyck Productions, une société de production qui aura pour objectif de protéger leur travail. Et pour faire un pied de nez à l'industrie, leur tout premier film sera une copie un peu cheap de La créature du lagon noir, surfant sur son buzz, puisque Kevan avait gardé tous ses moules pour fabriquer le costume du monstre. Voici donc comment est né le monstre de Pedro Blancas, considéré comme le tout premier mockbuster. Mais il faut attendre les années 70 pour les voir réellement envahir nos écrans. Avec l'arrivée de la télévision, les gros studios tirent la gueule parce que leurs immenses productions ne trouvent pas leur public, contrairement aux films de série B qui ont le vent en poupe. Hollywood a donc fait ce qu'il sait faire de mieux et s'est mis à siphonner toute cette industrie, mais avec des budgets nettement supérieurs et une force de frappe publicitaire inégalable pour les petites productions indépendantes. C'est la naissance du blockbuster moderne, dont un des plus grands représentants est évidemment Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Et cette dépossession de la série B par les majors a lancé une grande vague de précarité sur les studios indépendants qui ont dû trouver d'autres moyens de survie. Et plot twist, ils ont fait exactement la même chose que Kevan et Berwick 20 ans avant eux, ils ont siphonné à leur tour l'industrie hollywoodienne. À partir de là, on a vu tout un tas de mockbusters qui tentaient de surfer sur les modes du moment. Le plus connu étant Battle Beyond the Stars, un mockbuster de Star Wars, produit par un grand monsieur à qui je dédierai sûrement une carte blanche un jour, Roger Corman. Donc si les motivations financières restent évidentes, la production de mockbuster a également une portée politique et symbolique. Elle porte les stigmates d'un pillage du marché sur l'artisanat, des grands studios sur les petits, de l'argent sur la débrouille. Faire des mockbusters, c'est quasi un acte de résistance, une manière de se réapproprier une culture qui a disparu, un refus de se faire entièrement avaler par la grosse machine américaine. Donc pour répondre à ma question précédente, pourquoi continue-t-on à produire des mockbusters ? La réponse est simple, pour faire chier. On adore faire chier dans cette émission, donc on est ravis, on les encourage. Merci à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'à la fin. Merci à vous qui avez participé à l'émission. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'hésitez pas à nous écrire. Bonne semaine.